Bonjour à tous. Je vais inviter Coralie, Martin et Jiang Cheng qui vont nous introduire cette tribune et puis on pourra débuter. Bon, bienvenue à toutes et tous. Donc, je suis Tien Sun, donc professeur au muséum, directeur du département adaptation du vivant. Comme vous savez, le vivant s'adapte. Bonjour, je suis Coralie Martin, je suis chercheuse INSERM au muséum et ici d'ailleurs je m'occupe d'un labo de parasitologie, donc on va être en plein dans le sujet. Et nous sommes les commissaires scientifiques de la tribune. Quelques mots sur le muséum, parce que le muséum est au carrefour des sciences de la Terre, de la vie et de l'homme. Donc depuis près de 400 ans, donc, on travaille à la nature et à ses relations avec l'espèce humaine. Donc, à part tous ces travaux, on a aussi un rôle culturel. Donc, c'est pour ça qu'on propose régulièrement des échanges avec vous, les citoyens, les chercheurs, pour disséminer les connaissances, mais aussi échanger avec vous sur des sujets d'actualité. Les tribunes du muséum, c'est un nouveau format d'événement, donc qui est aujourd'hui c'est le 4e. Donc on en fait 2 par an, un automne, un printemps. Et donc en fait, c'est pour faire des formats participatifs sur des sujets d'actualité. Donc avec des objectifs d'une part de positionner le muséum dans le champ de sciences et société. D'autre part, c'est de valoriser les enjeux environnementaux, favoriser des approches multidisciplinaires et aussi faire participer les publics, donc vous, à nos actions culturelles. C'est pour ça qu'on a choisi cet amphithéâtre. En effet, donc, la tribune d'aujourd'hui, donc une planète, une santé, ce programme a été choisi avant la crise Covid. Et vous voyez qu'on ne peut pas être plus actualité que ça sur ce thème-là. Donc, elle est fondée sur le concept scientifique, ce qu'on appelle One Health, en français, une seule santé, qui souligne l'interdépendance des santé humaine, animale et de l'environnement. Donc, cette tribune est aussi soutenue par la région Île-de-France à travers son domaine d'intérêt majeur One Health, représenté par son coordinateur scientifique Pascal Borot, que nous remercions. Je vais aussi dire un mot sous l'impulsion de sa directrice, donc Sandrine Trainer. France Culture, face au bouleversement de ces pandémies, de ça, et a renforcé son offre autour des savoirs et de connaissances en partenariat avec le muséum, sous différentes formes. Par exemple, sur la forme à l'antenne, d'une chronique quotidienne, Le Monde Vivant, par la voix de notre président. Il va y avoir aussi une série, je crois c'est 40 épisodes, de podcasts natifs sur les curieuses histoires du muséum, et ici, sur la tribune. Donc je remercie particulièrement la productrice Aurélie Luneau. Et donc, il faut savoir aussi que tous les tribunes vont être enregistrées et on va se retrouver sur la plateforme des conférences de France Culture. Je vais juste remercier l'ensemble des intervenants présents ou à distance, donc pour leur contribution à la préparation de cet événement, et aussi remercier à nos personnels des services centraux qui ont beaucoup œuvré pour cet événement. Alors, notre tribune Une planète, une santé a commencé ce matin, en fait. Donc, nous avons accueilli des enfants qui ont exploré à travers des jeux de pistes les liens qu'il y a entre l'homme et l'animal, leur santé, leur position dans l'environnement et leur rôle dans l'environnement. Donc, pour continuer notre journée, nous avons réuni cet après-midi plusieurs experts qui vont discuter des interactions entre santé environnementale, santé humaine et santé animale. Donc vous allez entendre plusieurs histoires
Et vous allez avoir les interventions des chercheurs à la suite de ces histoires. Et derrière leur intervention, nous allons être emmenés à discuter avec vous. Vous allez participer à cette journée pour laquelle on va vous demander votre avis, votre position, voire on va vous demander de choisir sur des solutions éventuellement à apporter pour améliorer la santé de l'environnement et de ses habitants. Pour animer la tribune, donc je vais vous présenter Madame Aurélie Luneau, qui est en charge d'un magazine sur l'environnement, de Cause à effet, sur France Culture. Et à ses côtés, Monsieur Éric Orsena, académicien et ambassadeur de l'Institut Pasteur, autant que je sache. Donc nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci d'être venus. Et vous allez avoir la grande fonction de commenter quelques séquences de cette tribune. Merci d'avance. J'invite aussi à me rejoindre nos médiateurs, Madame Clémentine Brigou et Monsieur Matteo Merzagora de l'association Trace, qui ont conçu cette tribune en collaboration avec le Muséum. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci Coralie. Alors, je voulais moi aussi vous remercier déjà d'être présents nombreux malgré le contexte qui peut parfois être un petit peu compliqué et qui peut parfois décourager, et vous êtes très nombreux, donc merci d'être là. Cet après-midi, comme vous l'avez entendu, ça va se dérouler en 2 temps. On va d'abord avoir une séance, une heure à peu près, qui va être très contemplative. On va écouter des histoires. Un comédien va venir, un conteur, pour nous les raconter. Ensuite, on entendra les versions des chercheurs qui ont travaillé sur cette histoire. Ce sera contemplatif. L'idée, c'est de vous provoquer un petit peu des émotions, commencer à susciter la réflexion chez vous. Et au bout d'1 heure, on aura une deuxième séquence où là, vous serez invités, vous, à réfléchir et discuter et participer avec nous, comme vous l'avez entendu et comme Coralie l'a si bien dit. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on éteigne cet amphithéâtre et d'écouter la première histoire de notre comédien qui va entrer en scène à présent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Benjamin, conteur de mon état. J'ai voyagé partout dans le monde, ouvert mes yeux et mes oreilles. J'ai pris patience, je me suis posé, j'ai observé avec attention. Et je suis là aujourd'hui pour vous conter 3 histoires issues de mes mémoires tirées de mes observations. Ces 3 histoires se déroulent dans des lieux différents, à des époques différentes, et mettent en scène différents personnages, mais ces différences mettent en valeur un même message qui me paraît aujourd'hui important de vous transmettre. Je n'en dis pas plus et vous laisse tout de suite écouter ma première histoire, glanée il y a un peu plus de 20 ans, dans un petit village de Malaisie, appelé Nipa. La Malaisie est un pays riche. Les forêts y sont verdoyantes et les animaux nombreux. Je décide de m'y attarder pour observer le monde, comme à mon habitude. Un changement a en effet attiré mon attention, et ce sont bien les petits changements qu'un conteur se doit de suivre comme l'indice d'une bonne histoire à venir. Ce changement, c'est une sécheresse, soudaine et précoce. Je vis depuis quelques semaines en lisière de forêt, et je reçois parfois la visite d'1 ou 2 chauves-souris roussettes qui y vivent aussi. Elles se nourrissent de fruits frais, et je sens bien, au fur et à mesure de leur visite, leur inquiétude monter. La nourriture semble se faire rare. Un peu plus au nord du pays, des humains élèvent des porcs, dans de grands prés entourés d'arbres fruitiers. Déjà à l'époque, je trouvais ça étonnant que, dans un pays musulman, des humains élèvent des cochons, mais c'est une tradition ici. Les parents des agriculteurs vivaient déjà de cette activité et de ces terres, activité qui a le mérite de faire vivre des familles entières. Et l'année sèche s'annonce difficile pour eux aussi. Un jour, lors d'une de mes balades au village, alerté par les remarques de certains voisins, je lève la tête. Loin au sud, un énorme nuage de fumée noire, dense, opaque à toute lumière, semble se diriger vers nous. Nous avions déjà entendu parler de ces immenses feux de forêt qui prenaient dans les îles du Sud. Déclenchés par les humains pour planter des palmiers à huile à la place de la forêt si belle, ils auraient dû être contrôlés.
Mais la sécheresse si soudaine et si forte en a fait perdre la maîtrise. Le temps que les informations arrivent, j'apprends que 50 millions d'hectares de forêt sont partis en fumée. Et ce nuage noir qui remonte, qui passe le bras de mer et se dirige vers nous est plutôt inquiétant. Quelques jours plus tard, le nuage est au-dessus de la forêt qui borde ma maison. La lumière est presque nulle. On dirait qu'il fait nuit en pleine journée. Je m'inquiète. Comment vont faire les plantes pour continuer à vivre sans le soleil? Et mes amis les chauves-souris vont-elles survivre à ce manque de nourriture? D'ailleurs, un jour, l'une d'elles vient me voir et m'informe qu'elles ont décidé de partir. Trop, c'est trop. Elles veulent aller voir ailleurs si un lieu ne serait pas plus accueillant pour elles. Ici, le risque de mourir de faim est trop fort. Je leur dis au revoir à regret, leur compagnie va me manquer. Et à l'instar de mes amis, cette nuit perpétuelle m'inquiète et m'impacte aussi. Alors quelques temps après, je décide de partir à mon tour. Vers le nord, pour suivre le changement. Je me demande si la sécheresse et les grands feux de forêt au sud ont impacté la vie des éleveurs de cochons. À première vue, je ne vois pas quel pourrait être le problème, mais mon instinct de conteur me susurre de suivre cette histoire jusqu'au bout et d'aller y voir plus clair. Quand j'arrive à Nipa, le village est silencieux. Depuis quelques jours, les cochons sont malades. Leur ventre et leur tête sont atteints. La maladie se répand rapidement en leur sein et on chuchote même à voix basse qu'un des vieux du village, l'ancêtre, est tombé malade lui aussi. Personne n'ose trop en parler. Ici, les cochons permettent à tous de vivre et un vent de panique est à 2 doigts de souffler sur le village. Mes pas me conduisent chez le médecin du village qui est inquiet. L'ancêtre est effectivement tombé malade, mais pas seulement. Son fils aussi, éleveur de cochons. Et un peu plus loin, le responsable de l'abattoir est décédé la veille d'une maladie aux symptômes inconnus. Au fur et à mesure des jours, les villageois sont de plus en plus inquiets. La maladie se répand à toute vitesse parmi les éleveurs. Si on l'attrape, on en meurt, presque à coup sûr. Et les cochons qui font toute la vie du village sont de plus en plus malades. De nombreuses personnes sont atteintes à Nipa, mais aussi dans les villages voisins. Les médecins et les chercheurs essaient de comprendre cette maladie, d'où elle vient. Le temps passe. Et une nuit, je suis réveillé par de grands bruits, semblables à des coups de feu. Affolé, je sors de ma maison et me dirige vers la source du bruit, l'enclos des porcs. L'armée et la police sont là et abattent des élevages entiers. Il a été montré que la maladie vient des porcs. Et la meilleure solution, la plus sûre et la plus simple pour éviter que d'autres personnes ne meurent, est d'éliminer l'origine de la maladie, ruinant ainsi les éleveurs et les exploitants qui en vivent. Et puisque le premier patient vient du village, c'est de son nom que sera nommé le nouveau virus, enfin identifié, Nipa. Ce nom restera à jamais gravé dans ma mémoire. Dévasté, je décide de quitter le pays quelques jours plus tard. Je passe par les enclos des porcs, désormais vides, pour dire au revoir. Et qui vois-je? Sur les arbres fruitiers qui entourent le terrain, mes amis les chauves-souris qui m'avaient quitté quelques mois auparavant en lisière de forêt. Je n'avais même pas remarqué leur présence, préoccupée par le Nipa qui décimait le village dans lequel j'étais installé. Elles m'informent qu'elles sont arrivées ici peu de temps après avoir quitté la forêt. Dans leur malheur, et par hasard, elles ont découvert ces cabanes en bois, au milieu des élevages, entourées d'arbres où la nourriture est abondante. Elles s'y sont plues, et y sont restées. Et quelques jours plus tard, les cochons ont commencé à tomber malades. J'ai ensuite quitté le pays comme prévu, à la recherche de nouveaux changements, de nouvelles histoires. Mais une question s'est posée à moi ce jour-là, et se pose encore aujourd'hui. Cette catastrophe aurait-elle eu lieu si ce nuage n'avait pas recouvert la forêt de son voile noir, si le feu n'était pas devenu incontrôlable à cause de la sécheresse intense, si on n'avait pas décidé de planter des palmiers à huile dans les îles du Sud. Je vous laisse sur ces réflexions et vous invite à en discuter avec Serge Morand, qui est chercheur spécialiste de l'Asie du Sud-Est et qui pourra vous parler de cette histoire, sans doute mieux que moi, de ses tenants et de ses aboutissants. J'invite aussi Julie Marmet, spécialiste des chauves-souris, dont on dit souvent beaucoup de mal,
J'espère qu'elle leur redonnera raison auprès de vous. Alors, on va voir si on arrive à faire revenir Serge Morand, qui est avec nous en visio, en direct depuis la Thaïlande, où c'est un petit peu l'endroit où il étudie, et donc il est très au cœur de cette histoire en Malaisie, qui est l'histoire de l'émergence du virus Nipah en 1997-1998. On va voir si on arrive à le faire revenir. En attendant, Julie, peut-être en attendant qu'on arrive à faire revenir Serge, vous êtes spécialiste des chauves-souris. Dans cette histoire, un des protagonistes principaux, c'est justement les chauves-souris qui bougent. On dit souvent beaucoup de mal des chauves-souris, et on dit souvent que toutes les causes, c'est la chauve-souris. Pourtant, j'ai l'impression que la chauve-souris, c'est un petit peu faux. Oui, effectivement. En fait, historiquement, la chauve-souris a très mauvaise presse. Et avec ces dernières années, l'émergence de maladies, de pandémies, ça a créé ça a dégradé encore plus leur image. Et peut-être avez-vous vu dans la presse, on lit souvent effectivement la chauve-souris responsable de telle ou telle maladie. Mais pour moi, c'est un abus de langage, puisqu'en fait, on connaît actuellement 1411 espèces de chauves-souris dans le monde, réparties sur le globe entier, excepté les pôles. Et parmi ces 1411 espèces, ça représente, pour vous donner un petit ordre d'idée, 1/5 du nombre d'espèces de mammifères. Donc c'est assez énorme. Et cette diversité des chauves-souris, elle est partout. Elle est aussi bien d'un point de vue morphologique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue comportemental. Donc voilà, on ne peut pas résumer en fait les chauves-souris en une entité, mais il faut bien parler de cette diversité et je peux développer aussi, je ne sais pas si on laisse parler Serge ou j'attaque direct. On continue, Ok. Donc quand je vous parlais de la diversité morphologique, je ne sais pas quelle image, si là je vous pose la question, quelle image vous faites d'une chauve-souris? Généralement, on voit un petit animal voler. Et en fait, d'un point de vue morphologique, si je vous fais une comparaison entre la plus petite chauve-souris, c'est une chauve-souris de Thaïlande qu'on appelle Kitty à nez de porc ou chauve-souris bourdon, elle fait 2 grammes. 2 grammes pour 3 cm de longueur de corps, donc c'est vraiment tout petit. Et à côté de ça, la plus grande chauve-souris, elle va peser 1,5 kg, c'est un ptéropus, donc ce qu'on appelle renard volant, une des espèces justement de Malaisie. Et cette espèce-là, elle fait 1,70 m d'envergure. Voilà. Donc ça vous donne déjà un petit panel de la diversité morphologique. Et il n'y a pas seulement la diversité morphologique, on le voit aussi dans la diversité trophique, c'est-à-dire leur régime alimentaire. Une chauve-souris, ça peut être insectivore, une autre espèce va être frugivore, nectarivore, piscivore même, elles peuvent même manger des poissons. Et on a aussi des espèces qui sont hématophages, donc ça on en parle souvent. La représentation un peu dans l'esprit commun, c'est que la chauve-souris est un vampire, mais c'est finalement 3 espèces qui sont hématophages, qui vivent en Amérique du Sud, sur les 1411 espèces. Voilà. Et du coup, en fait, en termes de statistiques, il y a 1400 espèces, donc c'est un petit peu logique par rapport à la quantité d'espèces de vertébrés de voir plus de liens entre les chauves-souris et les zoonoses, la transmission d'espèces aux humains via ces chauves-souris. Oui, effectivement. En fait, quand il y a eu des études de fait pour voir si justement les chauves-souris étaient plus des réservoirs que d'autres mammifères, par exemple, d'autres animaux. Et en fait, quand on compare avec vraiment la diversité de chaque groupe, les chauves-souris ne sont pas plus réservoirs que d'autres mammifères. Mais il est vrai que les chauves-souris ont des caractéristiques qui les présentent comme des bons réservoirs de maladies, notamment de virus. Quelles caractéristiques? Voilà, et ces caractéristiques, en fait déjà, la propre caractéristique des chauves-souris avec les virus, c'est qu'elles ne le subissent pas trop, en fait. Elles n'expriment pas de maladie, elles portent les virus en elles, mais elles n'expriment pas de maladie. Donc ce qui fait que le virus peut circuler dans les populations de chauves-souris et y rester. Ensuite, les chauves-souris, c'est généralement des espèces grégaires, avec même parfois des comportements sociaux très aboutis qui sont étudiés par les éthologues, et notamment cette chauve-souris dont on parlait tout à l'heure, la chauve-souris vampire. Et donc elles sont grégaires et elles ont un comportement où elles se côtoient beaucoup, en grand nombre. Elles sont aussi capables de disperser, soit pour les mouvements saisonniers, soit vraiment pour des espèces migratrices, d'aller plus loin. On peut compter jusqu'à plus de 2000 km pour certaines espèces. Donc ça, c'est une autre caractéristique.
Elles ont vraiment leur particularité, c'est qu'elles ont un système immunitaire, comme je vous disais, qui est très particulier et qui a sans doute, et c'est peut-être le fruit d'une évolution en fait par rapport à toutes leurs aptitudes, toutes leurs caractéristiques qui sont liées au vol. Et voilà, et ça leur a donné des particularités biologiques, physiologiques qui permettent d'être résistantes. Et une dernière peut-être caractéristique qu'on peut se nommer, c'est la longévité. Normalement, chez un mammifère, plus on est gros, plus on vit longtemps, et les chauves-souris, elles défient un petit peu cette loi. Elles ne sont pas vraiment dans la norme. Elles vivent longtemps. On a un record pour une espèce, le Myotis de Brand, qui vit jusqu'à 40 ans, ce qui est énorme en nature. Et donc le fait qu'elles vivent longtemps, c'est aussi qu'elles peuvent faire vivre les virus longtemps. Voici un peu les grosses caractéristiques qui permettent d'expliquer pourquoi les chauves-souris sont souvent pointées du doigt comme réservoir de zoonoses. Merci Julie. Serge, dans l'histoire, on voit qu'en fait, ce qui a permis cette émergence du Nipah, c'est que les chauves-souris, au lieu de rester vivre dans leur espace naturel, la forêt, ont dû se déplacer et aller rencontrer des cochons, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Et cette histoire, c'est un peu un exemple parmi tant d'autres, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus d'un point de vue scientifique et de ses conséquences aussi ? Tout à fait. Et merci déjà pour l'invitation. Donc, et puis merci aussi pour un peu cette présentation qui présente vraiment bien les chauves-souris, quoi, et la diversité de ces virus. Et c'est vrai que le lien entre chauves-souris et autres mammifères et humains, il est quand même de façon, parce que les chauves-souris ne vivent pas dans les mêmes environnements, donc ils vivent la nuit en plus, donc finalement on a des relations d'un point de vue écologique qui sont pas si fortes que ça, quoi. En plus, il n'y a aucune chauve-souris qui a été domestiquée. Il ne faut pas oublier que la plupart de nos maladies infectieuses proviennent de la domestication animale. Donc, qu'on pense par exemple au premier, la rougeole, qui vient finalement d'une peste bovine. Et du coup, pourquoi ces chauves-souris, elles ont rencontré quelle cause on a à cette rencontre entre ces chauves-souris et ces cochons ? Voilà. Et donc, par contre, ce qui était aussi remarquable, c'est que si on regarde un peu toutes pratiquement beaucoup d'émergences qui sont liées aux chauves-souris, les transmissions directes d'un virus ou d'ailleurs d'autres choses vers les humains, ça passe souvent par un autre intermédiaire. Et quand on regarde les autres intermédiaires qui sont faits, pour la plupart, ce sont des animaux domestiques. Ça, c'est donc, et je vais vous présenter l'exemple finalement que j'aime bien raconter. C'est l'émergence du virus Nipah, 1999 en Malaisie, où finalement des cochons commencent à mourir. De fièvre forte, des humains qui s'occupent de ces cochons commencent à mourir, des gens qui travaillent dans les abattoirs de Singapour vers lesquels on avait transporté des cochons de cette région de Malaisie commencent à mourir, jusqu'à temps qu'on bloque tout. On isole, on abat 1 million de cochons et on commence à remonter d'où ça vient. Alors d'où ça vient, c'est finalement une chauve-souris, une grande souris frugivore. Donc ça, c'est pas du tout, par contre, comme ces petites chauves-souris insectivores à l'origine du SARS-CoV-2, qui finalement, normalement, vit dans des forêts qui sont des frugivores, mais au même moment, à Bornéo notamment, et à Sumatra, à Java, donc il y avait énormément de déforestation pour faire du palmier à huile, pour faire notamment à l'époque un chocolat Ferrero, et puis maintenant c'est plutôt pour faire rouler nos voitures. Cette déforestation, plus dans un moment ENSO, El Niño, La Niña, donc un événement climatique important dû au changement climatique, des feux de forêt en plus alimentés pour augmenter la déforestation, tout ça fait que les chauves-souris ont été recherchées d'autres territoires. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé finalement des vergers, mais qui étaient proches d'élevage de cochons, qui étaient en augmentation depuis quelques années pour le marché singapourien. Parce qu'il faut voir que la Malaisie, en grande majorité, c'est des musulmans, on ne mange pas de cochons. Donc c'était pour l'exportation. Et donc on voit finalement qu'on a eu en fait la relation improbable entre une chauve-souris et un cochon dans un pays où en fait on ne mange pas de cochon pour le marché international et les deux pour le marché international. Donc finalement on se regarde que la plupart de ce qui se passe en ce moment, finalement c'est ça, c'est l'augmentation de l'animal domestique, c'est finalement l'augmentation des pressions humaines pour nourrir l'animal domestique principalement.
Et finalement, on crée des nouvelles perturbations écologiques et on crée des relations qui en fait n'existaient pas jusqu'à présent. Parce qu'on a de nombreux exemples de ces rencontres improbables entre un animal sauvage et des animaux domestiques qui sont de plus en plus présents. Il y en a plein des exemples comme ça. Le Nipah n'en est qu'un. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas que simplement pour les virus chez les chauves-souris, il y en a pas mal qui se concernent aussi, notamment les primates, puisque les primates, les primates non humains africains nous ont finalement donné quelques virus aussi importants. D'abord la fièvre jaune, après la dengue, et puis plus récemment, il y a 50 ans, chikungunya et Zika. Mais comment ça s'est passé ? À chaque fois, finalement, c'est des impacts, des relations fortes, et puis c'est souvent des mouvements, c'est aussi des changements d'habitat qui font que certains vecteurs aiment beaucoup les humains, donc des vecteurs moustiques notamment qui aiment beaucoup les humains, qu'on appelle des synanthropiques et qu'on bouge partout sur la planète. Et on bouge en même temps, nous, partout sur la planète, ce qui fait qu'on bouge ces virus. Donc finalement, on crée chaque fois ces conditions particulières, alors qu'ils se sont faits tout au cours finalement de l'évolution humaine, et notamment au cours de la domestication, mais qui se sont accélérés premièrement avec la colonisation. Il ne faut pas oublier qu'on a décimé, on a fait un génocide principalement sanitaire des populations amérindiennes avec nos maladies infectieuses qu'on a transportées, plus avec les maladies infectieuses qui ont été transportées avec la terrible traite esclavagiste et les millions d'Africains qui ont été transportés dans les Amériques avec le virus de la fièvre jaune. On a aussi une crainte, Julie, on en avait parlé ensemble, c'était le contraire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de crainte d'avoir des nouveaux virus qui viennent des animaux, mais en fait, nous aussi, on transmet des virus aux animaux et vous craignez, pendant la grosse crise du Covid, qu'on transmette aux chauves-souris françaises, en fait, ce coronavirus. Oui, ça c'est des questions qu'on s'est posées au sein de la communauté des chiroptérologues, donc des gens qui travaillent sur les chauves-souris. Moi je fais le lien entre les naturalistes de terrain qui œuvrent pour la protection des chauves-souris et le monde de la recherche, et eux pratiquent la capture de chauves-souris à but scientifique. Et on a arrêté nos activités cette année parce qu'effectivement on n'a pas de réponse sur les possibilités de transmission de ce virus SARS-CoV-2 aux chauves-souris. Et voilà, c'est pas forcément des pans de recherche qui sont développés, je pense que on va y venir, mais on a quand même une crainte aussi de transmission et que les populations de chauves-souris européennes en pâtissent de cette épidémie. Mais il ne faut pas non plus avoir peur que les chauves-souris que vous avez peut-être dans vos greniers, dans les grottes à proximité de chez vous aient ce virus. Ce n'est pas le cas, en tout cas actuellement. Voilà. Et les opportunités de transmission sont très très rares, puisque logiquement vous ne rentrez pas vous en contact avec les chauves-souris. Comme tout animal sauvage, c'est des espèces qu'il faut laisser tranquilles. C'est juste nous, dans nos pratiques scientifiques, où on s'est posé la question, et pour cela, on a mis en place tout un nombre de mesures. Merci beaucoup Serge et Julie. Voilà, vous avez maintenant une petite introduction sur ces augmentations de rencontres improbables, l'augmentation du nombre des épidémies qui est un petit peu liée à l'activité humaine. On a parlé de déforestation, on a parlé de l'augmentation du nombre d'animaux domestiques qui favorisent ces rencontres. Je vous propose maintenant d'écouter notre deuxième histoire qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup Serge. Merci. Au revoir et merci d'avoir été là avec nous. Merci à vous. Ma deuxième histoire, excusez-moi, est l'histoire de Pablo, jeune homme que j'ai rencontré il y a quelques années lors de mon voyage au Pérou. Au moment de l'histoire, Pablo est un petit garçon et j'ai choisi de vous la raconter comme il se l'est rappelé, avec ses mots et ses expressions d'enfant. Pablo habite un petit village au nord de ce magnifique pays d'Amérique latine. Il est le troisième garçon d'une famille de 5 et ses parents sont éleveurs porcins. La viande de porc n'est pas chère au Pérou, on en mange quotidiennement. On la fait cuire comme on peut, on s'en régale. Certains matins, Pablo aide ses parents sur l'élevage. Il aide à nourrir les cochons, leur donne à boire.
Le terrain est toujours boueux et Pablo s'amuse beaucoup avec ses frères et sœurs et se fait parfois rappeler par ses parents. Il préfère jouer et aider plutôt que d'aller. Certains jours, on tue les cochons pour en faire de la viande et la vendre. Tout se fait à la maison, parfois à l'abattoir, mais ça coûte cher. Alors, les parents de Pablo le font eux-mêmes. C'est leur métier, et ils le font bien. Dans le village de Pablo, les toilettes sont à l'air libre, dans des cuvettes humides. Tout le monde a l'habitude de les utiliser. Et en plus, ça fournit un avantage. On peut récupérer les déjections pour en faire du compost naturel et les épandre dans les champs pour aider les agriculteurs locaux. Cette partie-là, Pablo la trouve un peu moins drôle. Il préfère quand ce sont les adultes qui s'en occupent. Ainsi va la vie dans son village. Un jour, la sœur aînée de Pablo tombe malade. Comme beaucoup de monde, elle a des maux de tête terribles et des crises d'épilepsie. Cette maladie, elle fait trembler petit comme grand. On raconte que tout le monde l'attrape à un moment ou à un autre. Les maux de tête ou le grand ver dans le ventre. La même maladie qui se manifeste différemment. On dit qu'il vaut mieux avoir le ver dans le ventre plutôt que dans la tête. La famille de Pablo n'a pas de quoi payer le médecin. C'est difficile. La vie continue, un peu moins drôle. Mais vite, le quotidien reprend ses droits et Pablo s'amuse à nouveau avec ses frères et sœurs à la maison, jusqu'au jour où il tombe malade à son tour. Tout le monde s'inquiète, car les crises de Pablo deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. La vie est à nouveau bousculée pour sa famille, et surtout pour lui. Un jour où il perd connaissance, des médecins l'emmènent pour lui sauver la vie. Il a de la chance, il est opéré et soigné, loin du village. Pendant les quelques mois où il se rétablit, Pablo ne voit pas ses parents, mais pense très fort à eux, au moment où il pourra de nouveau jouer avec ses frères et sœurs et aider sur l'élevage de cochons. Pablo va mieux. Il est tout heureux de retourner chez lui et de raconter ces quelques mois à sa famille. Mais à son retour, beaucoup de choses ont changé. Et il est très étonné. D'abord, de tous les enfants avec qui il jouait, plus aucun n'est malade, ou presque. Il avait l'habitude des crises des copains, des grandes inquiétudes des parents, mais là, non, tout le monde est content et personne ne semble être malade. Et il ne comprend pas, mais il est heureux. C'est peut-être que le méchant ver est enfin mort et qu'il les laissera en paix, lui et sa famille et ses amis. Ce qui l'étonne encore plus, c'est l'interdiction de ses parents, très sérieuse, de récupérer le seau aux toilettes et de le vider dans le champ. Il croyait que ça aidait la terre. Mais sa maman lui explique que lorsqu'on va aux toilettes, les œufs pondus par le ver dans le ventre tombent dans le seau. Et lorsqu'on les pend sur le champ, on l'aide à se répandre et à se multiplier. Si les porcs mangent l'herbe du champ dans lequel on a répandu le seau. Elle lui raconte que lorsqu'il n'était pas là, des médecins et des chercheurs sont venus leur expliquer la maladie, comment elle fonctionnait, et surtout comment faire pour ne pas l'attraper. Désormais, les parents de Pablo emmènent tous les cochons à l'abattoir, pour qu'un vétérinaire puisse voir si le cochon est lui aussi porteur de la maladie. Sa maman lui explique que lorsqu'on mange de la viande de porc contaminée, si on ne la cuit pas assez, c'est ainsi que l'on tombe malade. À présent, ils font beaucoup plus attention à la cuisson de la viande. Mais surtout, tous les cochons sont testés pour savoir si on peut les manger. De cette façon, même si on ne cuit pas assez la viande, on ne peut pas tomber malade. C'est une bonne nouvelle. Pablo remarque aussi que le médecin du village soigne maintenant tout le monde. Lorsqu'il va lui poser la question, le médecin lui répond qu'on lui a donné assez de médicaments pour soigner tout le village, avec l'aide des médecins et des chercheurs qui sont venus quand il n'était pas là. De cette manière, peut-être que bientôt le ver sera éradiqué de la région et, tout le monde l'espère, ne reviendra jamais rendre malade un enfant du village. J'ai rencontré Pablo quelques années après que cet épisode lui soit arrivé. Il est alors adolescent, il sourit à la vie. Et après m'avoir raconté son étonnement à son retour, il m'explique qu'il a mieux compris comment la maladie a été éradiquée. Soigner les humains ne suffisait pas. Il fallait aussi s'assurer que les porcs n'étaient plus malades et que l'on ne répandait plus les œufs, comme on le faisait auparavant. Et grâce à lui, j'ai mieux compris l'importance de cette chaîne, de cette interconnexion forte et de cette santé globale.
je vous propose d'en discuter quelques instants avec Pascal Boireau et Coralie Martin, qui vous présenteront ce concept de santé unique que cette histoire a achevé de me faire comprendre. Dans cette histoire, Pascal, c'est vous qui me l'aviez raconté à l'origine, on voit bien que cette interconnexion entre santé humaine, santé environnementale et santé animale peut être utilisée aussi pour améliorer les choses, pour faire qu'en fait on arrive à éradiquer une maladie d'une région du monde. En fait, c'est la partie positive du concept « une seule santé ». Et c'est pour cela qu'on doit travailler avec ce concept pour lutter contre les maladies infectieuses, mais en même temps pas qu'infectieuses, puisque là c'est une maladie parasitaire. Donc il y a 3 grandes catégories d'agents qui transmettent des maladies transmissibles. Les bactéries, les virus que vous connaissez bien maintenant, vous connaissez tout sur les virus depuis malheureusement quelques mois, et puis les parasites aussi. Et c'est pour cela que cette histoire est importante, parce que merci à cette tribune de souligner l'importance de ce type d'infection parasitaire. 150 000 enfants souffrent d'épilepsie liée au ténia, ce parasite le plus long que l'on peut avoir dans le tube digestif, qui est éradiqué en France depuis une 50aine d'années, et pratiquement dans toute l'Europe, pratiquement, pas complètement. Donc, et heureusement, on n'a plus d'enfants qui souffrent de cela, mais 150 000 enfants souffrent de cette pathologie. Et là, vous avez une solution. La solution, c'est l'interconnexion entre différents blocs qui, en apparence, sont étanches, c'est-à-dire le bloc sanitaire, l'hygiène, le bloc de l'élevage et le bloc médical. Et Hector Hugo Garcia, que j'avais rencontré en 2002 lorsqu'il a lancé ce grand projet, soutenu par l'OMS et la fondation Bill Gates, a publié en 2016 qu'il avait éradiqué ce parasite du nord du Pérou parce que, en tant que médecin, il a agi en symbiose avec des éleveurs, avec des économistes, pour ne pas casser l'élevage de ces petits villages au nord du Pérou, et avec les vétérinaires qui contrôlaient effectivement l'état sanitaire du troupeau à l'abattoir. Donc on voit que autant une maladie infectieuse résulte d'un désordre en cascade, comme on l'a vu avec le Nipah tout à l'heure. C'est une suite d'événements qui se surajoutent les uns après les autres, et après, on a la tornade, ce que certains appellent la tempête parfaite. Eh bien, pour lutter contre cela, on a la solution aussi. C'est effectivement de coordonner des actions dans tous les blocs sur lesquels que l'on a effectivement altéré. L'environnement était altéré. Et pendre les latrines, c'est altérer l'environnement. Donc, tous les blocs qui ont été altérés, on va lutter contre ces modifications. Et en fait, c'est là la bonne nouvelle, la santé animale est bien meilleure, et la santé humaine aussi. Coralie, cette manière d'agir, elle s'inspire d'un concept, on l'a traduit « une planète, une santé » en anglais « One Health ». Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de ce concept, d'où ça vient en fait, cette manière de voir les choses dans la globalité? Oui. Alors ce concept a une vingtaine d'années. Pascal va me corriger si je dis quelque chose de faux. Absolument. Donc c'est un concept qui a pris de l'ampleur avec les crises qu'on a connues en 2003. Vous vous rappelez peut-être, pour certains d'entre vous, du premier coronavirus. Puis après, il y a eu la grippe aviaire aussi qui a pas mal boosté ce concept-là. Et l'idée, c'était que des institutions comme l'OMS, la FAO, l'équivalent de l'OMS pour les animaux. Alors la FAO, c'est plutôt pour tout ce qui va être agriculture et agroalimentaire. Mais donc c'était l'homme d'un côté, OMS, la FAO pour l'environnement, on va dire au sens large, et puis la partie vétérinaire, l'EID, qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir discuter de toutes ces problématiques telles que celles illustrées avec la neurocysticercose en fait. Donc l'idée, c'était que tout le monde puisse discuter, proposer des solutions et que ça soit coordonné. Donc le cœur du One Health est ici, en fait, dans essayer d'améliorer un peu de coordination entre les agences.
Oui, parce qu'on a bien vu avec la première histoire notamment et celle-ci que tout est lié. Dès qu'on a un impact sur un aspect, en fait, finalement, ça impacte les autres et que cette coordination peut permettre d'améliorer la santé globale, en fait. Absolument. En fait, il y a aussi l'idée de... Là, on est sur des résolutions de crise, comme on a à l'heure actuelle, mais il y a aussi l'idée d'anticiper les crises, de prévoir les émergences et les réémergences. Et donc d'avoir des process pour mieux comprendre quels sont les partenaires qu'il faut mettre en action pour pouvoir surveiller des modifications environnementales ou de santé vétérinaire et de réfléchir aux conséquences que ça peut avoir sur la santé, y compris de l'homme. Merci. Une dernière petite phrase. Et en fait, le concept intègre également la notion économique. Derrière la santé, il y a l'économie, malheureusement, vous le savez tous. On peut aller se promener en Mongolie où il y avait une grande maladie. Il y a toujours une grande maladie, malheureusement, qui s'appelle la brucellose, qui est transmise par les ruminants à l'homme. Si c'est le seul ministre de l'Agriculture qui s'occupe de cette maladie, eh bien, il ne peut pas décider son gouvernement pour payer, pour lutter contre cette maladie, parce que tout compte fait, le coût de la prévention va coûter aussi cher que la maladie. Donc le gouvernement dit, vous abattez le troupeau, puis ça ira bien. Sauf que si on intègre le coût humain de la maladie à l'hôpital, si on intègre le coût de la perte touristique, qui ne va pas venir visiter ces régions où le lait, effectivement, est contaminé par cette bactérie, eh bien, dans ces conditions, effectivement, il y aura un coût réel important qui va justifier la prophylaxie et la prévention. Merci à tous les deux. Et pour terminer cette petite mise en abîme et cette compréhension globale du concept, je vous propose d'écouter une dernière histoire. Et Benjamin, je vais t'appeler pour revenir. Ma dernière histoire se déroule dans un village très proche d'ici, aux portes de Paris. Je suis rentré au pays, bien décidé à me poser et à prendre du temps pour mettre en forme mes histoires. Et je me balade souvent dans cette belle nature que l'on connaît. J'observe les animaux, les oiseaux, les chevreuils, les écureuils. Ces derniers deviennent, avec le temps, mes amis. Nous sommes de plus en plus familiers, ils s'habituent à ma présence, ils me racontent leurs petits tracas du quotidien. Avez-vous déjà vu un écureuil roux ? Quel panache, quelle rapidité! Un jour, l'un d'eux vient se confier à moi. Depuis quelque temps, d'autres écureuils, un peu différents, sont arrivés dans la forêt. Ils commencent tout juste à se connaître. Ils ont l'air sympas, eux aussi. Contrairement aux écureuils roux, ils font d'énormes cachettes de glands. Il ne faudrait pas qu'ils en oublient l'emplacement. Mais tout se passe bien. Ils arrivent à se répartir les territoires et ne pas empiéter les uns sur les autres. Ce sont de bons copains. Et à mon tour, assez vite, je me mets à observer ces nouveaux rongeurs des bois. Ils ont l'air de se multiplier. Leurs rayures les rendent très attachants. J'essaie de savoir d'où ils viennent, mais pas facile d'obtenir leur confiance. Pourtant, un détail m'intrigue. Depuis que je me promène dans cette forêt, j'ai très peu vu d'écureuils roux envahis par les tiques, voire jamais. Mais ces nouveaux écureuils ont l'air d'avoir une réaction différente. Il est fréquent que j'observe plusieurs tiques dans leur pelage. Et cela semble les handicaper. Certains n'ont pas l'air en très grande forme. Les écureuils roux me le confirment. Ces nouveaux venus d'on ne sait où ont beaucoup... parce qu'ils vivent au sol, dans des terriers, alors que les écureuils roux, eux, vivent dans les arbres. Et toute la différence est là. Les bébés tiques nés sur les chevreuils tombent au sol et s'accrochent à ces nouveaux venus avant de les infester. Les écureuils n'ont pas de chance. Mais personnellement, cette découverte m'amène à une autre interrogation. Si le nombre de tiques augmente, est-ce que cela ne pose-t-il pas problème pour les humains qui habitent à proximité ? Au hasard de mes balades quotidiennes, je croise un garde forestier. Il habite ici, surveille les espèces, protège la forêt et nous aide à mieux la connaître. Nous discutons et nous arrivons à parler de ces nouveaux écureuils fraîchement débarqués il y a peu de temps. Il les connaît lui aussi.
Il a même réussi à gagner leur confiance. Ici, il me montre son ami Grignotte, qui joue avec Bouboule. Là, il pointe son doigt vers Amour, qui grimpe sur une branche au loin. Il me raconte que les premiers spécimens ont été apportés par d'autres humains. C'étaient des écureuils de compagnie. Une espèce venue de l'autre bout du monde et relâchée ici par les humains qui croyaient bien faire. Selon ces observations, la nature, la forêt s'en porte très bien, et les autres espèces aussi. Aucune guerre de territoire n'est à déplorer, et nos écureuils roux locaux ont de nouveaux amis. Tout va pour le mieux. À part pour un petit détail. De nombreux cas de maladie de Lyme ou maladie des forestiers sont déclarés dans la région. C'est sur ces paroles que, songeur, je quitte le forestier et reprends ma balade dans les bois. Ainsi, quoi qu'il fasse, et même en croyant bien agir, l'homme a-t-il toujours un impact négatif sur l'environnement qu'il habite ? Pour en savoir plus sur cette histoire et puis discuter un peu plus sur l'impact de l'homme sur l'environnement, je vous propose de passer quelques moments avec Benoît Pisani. Benjamin, je vais mettre là pour... je suis toujours de l'autre côté, moi aussi je vais bouger. Benoît. Oui, bon. Alors cette histoire, c'est une histoire qui se passe juste à quelques kilomètres de chez nous, forêt de Sénart, porte de Paris. Voilà. Donc Wanel, c'est aussi juste là, à côté. Voilà, donc les chamboulements en relation avec nos activités sont partout. Et donc cette histoire des petits écureuils de Corée introduits, je voulais en fait vous en parler en vous racontant, en signalant un petit point de détail. Se pose le problème de ces petits animaux en fait que l'on trouve dans le commerce, que l'on peut acheter, donc qui font partie d'un commerce des animaux de compagnie. Et le cas du tamelet est assez intéressant parce que c'est un petit rongeur qui vient en fait de la famille des écureuils, qui vient donc de la péninsule coréenne pour le cas de la forêt de Sénart, et qui en fait est un rongeur d'une taille bien particulière, parce qu'il pèse entre 100 et 120 grammes à l'âge adulte. Et lorsque l'on compare aux autres petits rongeurs qui vivent dans la forêt, la plupart d'entre eux sont de l'ordre de 2 à 3 fois plus petits. Je ne parle pas des autres animaux, je parle vraiment des rongeurs. Puis les écureuils roux qui, eux, vivent dans les arbres, comme ça a été bien dit. Et donc, en fait, cet animal se charge en tiques, mais du fait de sa taille et de ce comportement fouisseur très important, il va donc effectivement se charger vraiment en grande quantité de tiques, et du coup être à l'origine de la transmission de cette bactérie des agents de maladie de Lyme, et donc qui vont contaminer ces tiques qui vont se retrouver de plus en plus nombreux infectants dans l'environnement. Je voulais vraiment vous parler de ce petit animal parce qu'il est très particulier. C'est un animal diurne, il échappe à la plupart des prédateurs nocturnes de la forêt, les chouettes, les rapaces nocturnes. Il est très agile et très vif, il vit dans un terrier, il se réfugie dans un terrier, donc il échappe à la plupart des prédateurs et des petits carnivores terrestres. Il est très difficile à attraper. Et donc, du coup, c'est un animal qui se retrouve à occuper une place qui n'était pas occupée jusqu'avant dans ce grand écosystème, et notamment dans la relation avec la biologie des tiques. Et voilà. Du coup, il n'y a pas de conflit entre cette nouvelle espèce qui a été importée et les autres espèces qui vivaient là avant? Pas du tout. A priori, non. En fait, donc il occupe une place qui n'était pas occupée. On s'est inquiété par rapport à l'écureuil roux. Alors, il y a un petit risque, mais qui est plus difficile à mettre en évidence. En fait, on sait qu'il a importé avec lui aussi un petit ver parasite, un ver intestinal, dont on sait qu'il peut passer et se transmettre à l'écureuil roux. Cela dit, on n'a pas de témoignage vraiment évident de baisse d'effectifs de l'écureuil roux en présence de ce tamien. Il y a d'autres aspects, notamment de gestion forestière, qui peuvent être bien plus problématiques par rapport aux populations d'écureuils roux natives. Donc, tout ça, ça met un petit peu en perspective le fait de, même si toutes les espèces tropicales, équatoriales, qui viennent d'ailleurs, qu'on a chez nous, qu'on relâche, que ce soit des plantes ou des animaux, même s'ils n'occupent pas la place d'autres espèces dans l'écosystème, en fait, il y a quand même des petits problèmes. Oui. Donc à partir du moment où on intègre un nouvel élément comme ça dans un écosystème, un système qui fonctionne avec des règles, les animaux vivent entre eux en fonction d'un certain nombre donc, de comportements, les uns mangent les autres, ou
rentrent en compétition les uns avec les autres, se nourrissent de végétaux. Donc il faut revoir toute la chaîne alimentaire, toute la structure, le fonctionnement de cet écosystème. Et dès qu'on amène un nouvel élément, donc ça perturbe les règles du jeu. Par rapport au tamia, je voulais raconter une toute petite histoire parce que, notamment, il y a des études qui ont été faites. Alors, il y a peu d'études sur le milieu d'origine, sur ces petites espèces, mais il y en a une. Il y a des travailleurs, des chercheurs chinois et coréens notamment, qui ont travaillé sur la manière dont le tamia, ces petits tamias, se nourrissaient et utilisaient les glands. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sur son aire d'origine, c'est un animal qui dépend étroitement des glands de chêne de Mongolie pour passer l'hiver. Le conteur vous a dit tout à l'heure, il stockait plein de glands dans un terrier. On voit que c'est un animal qui donc creuse un terrier, accumule des glands à l'automne quand les chênes fructifient et les fructifications tombent, et ce qui lui permet en fait de rester comme ça en torpeur tout l'hiver dans son terrier en subsistant et en mangeant ses glands. Et ce qui est tout à fait extraordinaire chez le tamia, et notamment les curlicula, le tamia de Sibérie, c'est qu'en fait, il fait ces fameuses petites caches. Alors il fait les caches dans son terrier, mais il en fait aussi, comme l'écureuil roux, un tout petit peu partout autour, donc dans la forêt et donc dans tout un peu de l'environnement qui l'entoure dans son domaine vital. Et lorsqu'il se réveille au printemps, donc il va retrouver par hasard quelques caches, et pendant cet hiver, à un moment donné, les glands vont se mettre à germer. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que le tamia, quand il trouve des caches de glands qui commencent à germer, il va gérer son stock de nourriture, c'est-à-dire qu'il ne va pas le manger, il ne va pas détruire le gland, il va juste ronger la radicelle. Et en rongeant la radicelle, ça décale dans le temps de germination du gland, et donc ça permet d'étaler dans le temps toutes les fructifications, et donc ça a des implications très importantes pour toute la vie de la forêt, puisque vous avez comme ça des glands qui vont pouvoir progressivement être entretenus. Donc là, par contre, on voit un côté positif. C'est plutôt positif. C'est un peu un nouvel ingénieur de la forêt, dont nos forêts n'étaient peut-être pas non plus complètement habituées. Donc, quelles sont les conséquences de cette nouveauté aussi ? On a un petit peu parlé pendant l'histoire de la maladie de Lyme, qui est liée au tic. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour qu'on comprenne Alors, maladie de Lyme, donc je pense que le conteur a très bien expliqué l'histoire. En fait, au début, donc, quand on a commencé les recherches sur cet animal, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de tiques, et qu'effectivement, le fait qu'il ait beaucoup de tiques, il en avait à peu près plusieurs dizaines de fois plus que les petits rongeurs qu'on peut retrouver dans la forêt habituellement. Les mulots, les campagnols, d'autres petits animaux. Donc, on s'est posé la question et on s'est aperçu qu'effectivement, lorsque les tiques piquaient les petits campagnols, notamment les petits mulots, pouvaient aussi de nouveau repiquer les tamias, qui du coup, les tamias étaient infectés par cette bactérie. Or, quand les larves de tiques font leur premier repas de sang sur un petit rongeur, dans les tamias, elles se gorgent de sang, ensuite elles font une métamorphose, elles transforment en un deuxième stade, très spécial éthique, c'est compliqué, bref. Et en se nourrissant de sang, donc se retrouvent contaminées par les bactéries. Lors de la deuxième phase de la vie de la tique, donc la stade nymphe, lorsqu'elles font un deuxième repas de sang avant de devenir adultes, c'est là où au moment de la piqûre, elles peuvent transmettre aux autres hôtes les agents pathogènes. Alors je vous raconte toute cette histoire, donc vous voyez bien, les tamias, ils ont plusieurs dizaines de fois plus de tiques, ils vont acquérir la maladie, et donc ils vont disséminer cette maladie, ces agents pathogènes, ces bactéries, par l'intermédiaire des vecteurs que sont les tiques. Donc du coup, c'est ce qui génère un risque sanitaire pour nous lorsqu'on se déplace en forêt. Mais le tamia est-il réellement la source du problème ? On a parlé des chevreuils, et le conteur a parlé des chevreuils. En fait, Julie pourra en témoigner pour avoir capturé des centaines et des centaines de tamias, parce qu'elle a fait sa thèse sur le tamia. Tu pourras dire, en fait, nous n'avons jamais trouvé de tiques adultes reproducteurs de tiques de litière sur les tamias. En fait, lorsqu'on trouvait des adultes de tiques sur les tamias, c'était la plupart du temps, de très rarement dans l'oreille, et ce sont des tiques de terrier. Donc, ces tiques-là, on les voit jamais, en fait. Ils vivent dans les terriers des rongeurs. Donc en fait, le tamia ne joue pas un rôle dans l'explosion démographique des tiques. Ce sont les chevreuils et l'augmentation des effectifs en chevreuil, où on trouve un chevreuil parmi d'autres, les ongulés, je tire des traits épais, mais c'est l'espèce la plus représentée dans nos forêts, notamment en forêt de Sénart. Et du coup, ce sont vraiment
les chevreuils qui sont à l'origine d'une grande quantité de tiques dans l'environnement. Et ensuite, les tamiens viennent se mettre dans cette chaîne-là. Mais si par exemple on voulait diminuer le risque de transmission de la maladie de Lyme par l'intermédiaire donc des piqûres de tiques, il faudrait baisser le nombre de tiques. Et pour baisser le nombre de tiques, il faudrait peut-être qu'il y ait un peu moins de chevreuils dans les forêts, par exemple. Merci Benoît. Voilà. Merci. Merci à Benjamin et à toutes les personnes qui ont parlé jusque-là. J'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux cerner le concept de une planète, une santé et de toutes les petites implications que ça peut avoir. Éric Orsena, Aurélie Luneau, vous étiez aussi spectateurs. Éric, vous avez découvert aussi ces histoires. On peut vous donner 10 minutes pour réagir et donner votre avis sur ces questions. Merci. Je vais juste vous faire une petite confidence, mais vous avez dû voir Éric Orsena s'agiter à côté de moi et montrer les pouces comme ça. Moi, il me disait en permanence, après les interventions, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et c'est vrai que je suis sûre, Éric, vous avez eu du mal à garder peut-être tout ce que vous allez nous offrir là en propos et en réaction, parce que vous aviez certainement envie de réagir. Moi, j'ai envie tout d'abord d'entendre votre sentiment qui a dû être partagé par beaucoup, c'est ces histoires-là, l'entrée imaginaire, l'entrée par l'émotion et par le récit de l'histoire. Est-ce que c'est par là qu'aujourd'hui il faut faire passer les informations? Je vais un peu brûler les étapes, parce que pour moi la vraie solution pour que ça aille mieux, et pardon d'être un peu flatteur, mais ça serait de multiplier par 2 les crédits de la recherche du muséum. Vous voyez que j'ai manqué une carrière politique. Et ce que je veux dire, c'est que il faut apprendre ces histoires-là, parce que, 1, elles sont merveilleuses, et 2, elles alertent. Et que le cœur de notre relation avec la planète, c'est d'émerveiller et d'alerter. Émerveillé parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est prodigieux comme histoire, c'est magnifique, c'est les 1001 jours ou les 1001 nuits, les 200 forêts s'il en reste, cette planète est insensée, c'est un miracle parce que vous savez quelle est la bonne distance du Soleil, etc. etc. C'est un miracle. Et quand je vois des grands industriels qui font des projets de plusieurs centaines de milliards pour aller déménager à l'autre bout du système sur des rochers vides après avoir salopé notre planète, je me dis mais on est malades mentaux quand même. Donc ça me rend fou de dire que d'abord émerveillé. Et tous les films ou tous les textes qui sont juste dans la catastrophe sont pires que l'indifférence. C'est ma conviction totale. 1, émerveillé, mais 2, évidemment en même temps alerté. Parce qu'on voit que cette merveille, comme toutes les merveilles, sont fragiles. Plus quelque chose est riche, plus c'est fragile. On le voit dans l'amour, par exemple. Et la mesure même de la beauté de l'amour, c'est sa fragilité. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'était au fond des histoires de fragilité. Et aussi des histoires d'interdépendance. Moi, j'ai été élevé comme économiste, à Paris, à la London School, etc., dans le morcellement. C'est-à-dire, il y avait les êtres humains, il y avait la croissance, etc., rien à foutre de l'environnement, et rien à foutre du monde animal, rien à foutre des végétaux, etc. C'était juste des moyens, des outils, des trucs comme ça, etc. Enfin, vous alliez quand même vous réfugier sur l'île de Brésil. Non, mais parce que je suis marin, donc là, ça m'a un peu calmé. Mais si je n'avais pas ça, c'est quand même fou. Quand je pense que j'ai fait une thèse de 600 pages, mention très honorable, tout, etc., débile, mais débile. Vous avez devant vous un escroc de l'enseignement. C'était absolument débile. C'était quoi le sujet ? Et c'était l'offre de monnaie en économie ouverte. Je veux dire, après, 8 ans de psychanalyse pour s'en sortir. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et si je devais refaire une thèse d'économie, et je serais au fond très heureux d'en faire, c'est très simple.
c'est la différence entre le prix et le coût. C'est clé. À chaque fois, quand vous voyez un prix, vous dites au fond quel est le coût. Et dès que vous vous posez cette question, vous commencez à être intelligent. Intelligent, ça veut dire comprendre, ça veut dire relier. Et moi, ce que j'ai entendu jusqu'à présent, sans aucune sorte de référence à un Dieu, on y croit, on n'y croit pas, ça m'est égal. C'est comme ça que j'ai fini mon discours d'entrée à l'Académie française. Et j'étais au fauteuil de Cousteau et au fauteuil de Pasteur. Et j'ai fini en disant que, au fond, ce que j'allais essayer de faire en entrant dans cette académie-là, c'était d'être religieux, au sens étymologique, c'est-à-dire explorer, religarer, reléguer, recueillir et relier. Et ce que nous avons entendu, toutes les histoires, c'était des histoires au sens étymologique de religion, sans croyance de lien, que c'est que des histoires de lien. Alors j'ai vraiment adoré les histoires sur les chauves-souris. Mais d'ailleurs, vous parliez d'amour. Mais attendez, j'aime les chauves-souris. Alors, malheureusement, j'ai connu trop tard Julie, parce que mais j'ai un autre professeur de chauves-souris, qui est Anne Laverne à Cayenne, qui pendant tout le confinement, tous les 3 jours, m'a donné 2 heures de cours de chauves-souris. Alors quand on me disait comment tu as appris le confinement, mais j'étais nul en chauve-souris avant le confinement. Je suis honnêtement d'un niveau première année de licence en chauve-souriologie. Et il faut quand grâce même... au confinement. Et Eric, il faut mais quand ce que même vous avez dit, c'est magnifique. Prêt à en adopter. Prêt à en adopter, oui, enfin, et alors, il faut que j'échange d'appartement parce que je sais, comme vous maintenant, qu'il y a 1400 espèces. Et alors, comme je suis latino-américain et une grande partie aussi brésilien, il n'y a que les 3 qui bouffent le sang. Et tout le reste, c'est tout à fait gentil. On les voit comme ça. Enfin, gentil moyennement, parce que j'en ai vu un Cambodge qui transfère des trucs. Mais, enfin, bref. Bref, je suis absolument émerveillé de ce que j'ai entendu. Et ce que j'apprends maintenant depuis une dizaine d'années, en travaillant avec Pasteur beaucoup, et le livre d'avant que j'ai fait, là j'ai fait un livre sur les cochons, juste avant je faisais un livre là-dessus, sur autre chose, qui était un livre sur les moustiques, donc les parasites porteurs. Et moi j'avais annoncé d'une certaine manière que, étant donné le réchauffement climatique, un des principaux risques d'épidémie, c'était le risque de dengue, puisqu'il y a un moustique potentiellement porteur de la dengue, qui est le tigre albopictus, Aedes albopictus, qui est là, qui est présent dans 65 départements. Et je me disais, c'était ça. Je me suis trompé, sauf sur Mayotte, où il y a en même temps la Covid et la dengue. Entre autres difficultés de cette pauvre île. Donc vous voyez, et alors la question économique, clé aussi, on le voit bien entre est-ce qu'on prend la priorité sanitaire ou la priorité économique. Je voudrais juste vous dire un truc. C'est que là, on a battu le record maintenant. Mais chaque année, considéré comme sans crise sanitaire, il y a 750 000 personnes qui meurent dans le monde du fait des moustiques. Tout le monde s'en fout parce que ça frappe uniquement les pays du Sud. Et alors, je voudrais vous donner une définition très précise que je tire de discussions avec des spécialistes en virologie et en épidémiologie. Écoutez bien, je comprends que ça entraîne des fracas dans l'assistance. Écoutez bien, une maladie émergente, c'est une maladie qui commence à toucher un pays riche. Merci. Alors... Et merci pour la chauve-souris. Étudiez les chauves-souris. Oui, c'est ça. Et puis... Je vous en prie, étudiez les chauves-souris. D'ailleurs, avec quelques-uns, on va créer un club des amis des chauves-souris. Et aimons-les parce qu'elles ont inspiré Léonard de Vinci aussi quand même pour ses machines volantes. Et elles sont pleines de ressources, elles sont pleines de ressources. Et je crois qu'on les étudie quand même pour leur système immunitaire qui pourrait sauver justement des vies. On a besoin d'elles, il ne faut pas les éradiquer. On n'aura pas l'occasion d'aller plus avant sur d'autres sujets, Eric, parce que je crois que là, vous tous, vous avez certainement très envie
de participer, de prendre part au jeu qui a été imaginé par Clémentine. Clémentine, donc je vous laisse peut-être reprendre la parole et puis on Attendez, parce qu'il y a d'autres trucs inouïs quand même, ce qu'on a entendu. Ah, mais on l'arrête plus, c'est fini. Ce qu'on a entendu sur la... On peut, tout petit peu sur, 5 minutes. Sur la... Justement, c'était la question du temps. Benoît, ce que vous avez dit sur la gestion des forêts, c'est formidable, la gestion des forêts. Parce que qu'est-ce qu'une forêt? C'est un rassemblement d'arbres. Le rassemblement d'arbres, c'est du temps visible. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, étant donné la grande difficulté de toutes les forêts françaises? On en parlait précédemment. Qu'est-ce qu'on fait? On a planté des forêts avec Colbert en 1660 et quelques pour des raisons militaires. On les a plantées après 100 ans pour des raisons industrielles. Les premières, c'était des feuillus, raisons militaires, et l'autre, c'était des résineux pour des raisons industrielles. Il fallait étayer partout. Maintenant, on va faire quoi? Pour construire des maisons, à ce moment-là, on va planter d'autres arbres. Et on va faire quoi avec les frênes? Est-ce qu'il faut replanter la même chose? Est-ce qu'il faut replanter des chênes? Je suis ici et j'ai arbitré, c'était déchirant, parce qu'en ce moment même, pas loin de Paris, à Chantilly, il y a un groupe de gens qui essayent de se dire comment est-ce qu'on va faire pour sauver la forêt de Chantilly, avec des options très intéressantes. Et ça, c'est la question du temps. Parce que ce qu'on décide maintenant de planter, on verra dans 100 ans. Donc un des éléments, les deux choses, le point, c'est 1, le lien, 2, les temporalités. 2, les temporalités. N'oubliez jamais le temps, c'est-à-dire la transition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien foutre en attendant, mais ça veut dire qu'il faut avoir la dimension temporelle aussi dans sa tête, religieuse et temporelle. Bon courage. Distance. Et la distance, peut-être un mot, Éric Orsena, parce qu'on a quand même... Vous voyez, après vous dites que je parle trop. Non, mais juste là, je trouve que c'est aussi important, et avant de se poser la question des solutions qu'il faut apporter, c'est aussi cette question justement de la distance, mais au sens territorial. On a entendu ces 3 histoires, et la dernière, c'était celle sur l'éthique, et c'est à Sénart, c'est au port de Paris, et on sait qu'en France, cette problématique est là, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas encore quand même cette prise de conscience. Peut-être parce qu'elle ne tue pas, ou pas assez, c'est dramatique ce que je dis, mais est-ce qu'on n'est pas dans la problématique de loin des yeux, loin de la prise de conscience? C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur les moustiques, puisque ça ne nous touche pas. Il y a une maladie terrible, une maladie du sang, qui s'appelle la drépanocytose. Et quand on est blanc, on s'en fout, ça touche que les noirs. C'est insupportable. Eh bien, c'est pourtant le cas. Tout le monde s'en fout. Il n'y a aucun vrai budget de recherche sur la drépanocytose. Et moi, j'apporte mon soutien de narrateur, comme le comédien. Je suis un comédien, moi je raconte, je suis un reporter, je ne connais rien, mais je raconte ça. Et donc je travaille avec Robert Hue, l'ancien patron du PC, et qui travaille là-dessus sur ces questions. Et tout le monde s'en fout parce qu'on est blanc. Alors, la santé des Noirs matters, si je puis me permettre. Mais merci, franchement, mais qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin d'autre que du muséum? Merci beaucoup. Alors je vous propose maintenant, après avoir vu un panel de nombreux chercheurs et non-chercheurs qui réagissaient, de réagir vous aussi à votre tour et surtout de passer par le spectre des solutions potentielles pour améliorer la santé de la planète et la santé globale, qui est du coup, comme vous l'avez compris, unique, puisque il y a une interaction forte entre santé environnementale, santé humaine et santé environnementale. Tout est lié. Pour cela, j'avais demandé à mes intervenants de me proposer, avec toute leur expertise et leur connaissance et leur regard de citoyen sur ce sujet, chacun une solution qui, selon eux, permettrait d'améliorer la santé globale de la planète. Je vous propose qu'ils nous les présentent, mais avant ça, je vais vous expliquer ce qu'on va en faire de ces solutions. Il va y avoir 6 solutions, et ça va être à vous, ensemble, de discuter, de réfléchir et de donner des voix à ces solutions. Donner des voix, ça veut dire que vous aurez 10 jetons virtuels. Imaginez qu'on avait pu, en vrai, vous donner 10 jetons, c'est ce qui était prévu à la base, que vous devrez répartir entre ces 6 propositions, selon qu'elles vous paraissent les plus importantes, les plus prioritaires, les plus faciles à mettre en œuvre. À vous de décider quels seront vos critères, avec les gens qui vous entourent et qui sont assis à côté de vous dans l'amphithéâtre.
de former des mini-équipes. Je vous inviterai à vous retourner, si vous avez quelqu'un derrière vous, à discuter avec les personnes qui sont à 1 mètre de vous, tout en gardant la distance de sécurité, n'est-ce pas? Et donc, avant de se lancer dans cette discussion, je vous propose d'écouter chaque intervenant nous présenter sa proposition pour améliorer cette santé globale. Donc, je vous invite à vous lever, tous les 6. Voilà. Et moi, je vais commencer par présenter la solution de Serge Morand, qui n'est pas là. Vous l'expliquer un petit peu. Donc, sa solution serait de démondialiser, donc arrêter tous les vols internationaux, tous les systèmes d'échanges internationaux, pour recréer des territoires locaux qui sont résilients, adaptés à une agriculture locale et plus industrielle, donc plus monoculture, des élevages qui sont plus restreints et qui ne sont non soumis aux marchés internationaux. Voilà la solution de Serge Morand pour améliorer la santé globale. Ne vous inquiétez pas, elles seront projetées tout du long, donc vous pourrez y avoir accès après, vous n'êtes pas obligé de noter. Ensuite, Coralie, ta solution. Tu as 1 minute. 10 minutes 1 minute. Ah, 1 minute, ça marche. Bon, en fait, quand Clémentine m'a parlé de ça, c'était l'été. Et pendant l'été, je pense que, comme tout le monde, vous recevez des petits catalogues de pubs pour acheter des salons de jardin. Et donc, aujourd'hui, on a quand même parlé de déforestation. Alors, ça a des conséquences multiples, la déforestation, et ça a des raisons multiples. Et une des raisons aussi sur la déforestation, c'est d'utiliser des bois exotiques pour faire du mobilier. Donc ma solution, elle est assez basique et simple, c'est d'être un peu plus attentif à ce que vous achetez comme salon de jardin ou comme mobilier d'appartements et de maisons, et de vérifier le côté durable du bois que vous achetez, et d'éviter bien sûr tous ces bois exotiques qui vont avec des coupes assez profondes dans les forêts tropicales. Et on s'adapte en temps réel. Coralie avait tellement de propositions que j'avais noté freiner les voyages en avion à travers le monde. Voilà. Et du coup, je me suis adaptée. Ce sera donc la proposition 2, faire attention à la source du bois que nous achetons pour limiter la déforestation. La proposition 3, c'est Pascal qui nous la soumet. L'eau. L'eau. Combien consommez-vous de litres d'eau par jour en France, pays riche? Nous sommes un pays riche. Combien de litres d'eau consommez-vous? Le micro. 1 litre. 1 litre. 1 litre. En fait, on consomme chacun 5 tonnes. 5 tonnes d'eau chaque jour par ce que l'on achète et ce que l'on consomme. Je demande effectivement qu'il y ait une indication du coût en eau sur tout ce que l'on achète, parce que vous avez la publicité, mais vous n'avez pas le coût en eau. Nous sommes un pays riche, nous n'avons pas besoin de voir ce coût. Or, on épuise à l'heure actuelle au niveau de la planète, feux de forêt, hygiène, une grande partie de l'humanité n'a pas accès à de l'eau potable. Chaque minute meurent des enfants d'absence d'eau potable sur la Terre par maladies infectieuses. On oublie que les maladies infectieuses tuent chaque seconde. Merci Pascal. La solution 4, c'est la solution de Julie. Hop. Alors, donc effectivement, quand on m'a posé la question, j'ai réfléchi un petit peu. Maintenant, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Alors, je vais plutôt vous donner une définition du principe de la libre évolution. Alors, j'invente rien du tout. Hein, c'est un concept qui est en ce moment pas mal discuté dans le milieu de la recherche. Donc en fait, le principe de la libre évolution, c'est le fait de laisser un petit peu la nature reprendre ses droits, d'identifier une zone et de laisser les processus naturels se faire. Donc on part du principe qu'il y a des habitats indigènes qui sont suffisamment vastes pour assurer un bon fonctionnement écologique des processus naturels, et on n'intervient pas, l'humain n'intervient pas sur ces zones. Il n'existe aucune activité intrusive ou d'extraction, aucun établissement ou infrastructure, ni aucune perturbation visuelle. Mais l'homme peut accéder à ces espaces ou non. Ça dépend un petit peu de la manière dont on va mettre en place ces zones de libre évolution. Merci, Julie. La 5e solution, c'est celle de Benoît Pisanu. Alors Benoît, est-ce que tu peux prendre le micro? Voilà, ça marche. Oui.
Oui, voilà. Alors donc, là, c'est la problématique qu'on a parlé tout à l'heure sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, en fait, le point clé, c'est d'essayer de quand même se recentrer sur notre patrimoine naturel propre que nous avons autour de nous et d'essayer de le valoriser parce qu'en fait, il a énormément de richesses. Deux petites choses que j'aimerais vous dire. La première, par exemple, on parlait tout à l'heure donc des tamias. Je vais me permettre de placer l'histoire du loup. Parce que je vous ai dit que donc, s'il y a beaucoup de tiques dans la forêt, c'est parce qu'il y avait beaucoup de chevreuils. Et s'il y a beaucoup de chevreuils, c'est parce que la plupart du temps, comme il n'y a plus de grands prédateurs et que les chasseurs ne veulent pas en chasser trop parce que c'est une richesse absolument indiscutable, moi j'attends avec impatience que le loup revienne dans les grandes plaines et notamment à Sénart parce qu'il devrait croquer du chevreuil et du coup ça nous permettait de rétablir un équilibre en diminuant naturellement la quantité de tiques. C'est une idée, quelque part, de service écosystémique. Je dirais, plutôt que d'aller acheter des animaux ou avoir des animaux de compagnie, s'intéresser à notre biodiversité locale pour l'enrichir et la préserver. Voilà. Merci Benoît. Et dernière proposition de Janssen, tu peux te rapprocher par là, comme ça oui. On te voit. Donc en fait, on est tous très préoccupés par les changements globaux, hein, donc climatiques et autres. En fait, je voudrais à travers cet exemple pour montrer que, en fait, dans nos quotidiens, nos actions, nos achats ont un impact direct. Juste ce que je voulais vous dire 4 chiffres très simples. Si on consomme local, chaîne courte, que ce soit fruits ou légumes, leur consommation en CO2, on dit qu'arbitrairement, il est l'échelle 1. Les mêmes légumes importés, surtout transportés par les camions, c'est 3. Si on achète des légumes de saison exotiques venant de d'autres continents, et surtout par l'avion, c'est 6. Si on aimerait satisfaire ces petites fantaisies, consommer des légumes en local, mais hors saison, donc sous serre, en plein hiver, c'est le 12. Donc je pense que chacun, dans nos âmes de conscience, dans nos achats, on peut se faire une décision relativement facilement et ce n'est pas du tout pénalisant du tout. Parce que manger des saisons, mange pas de fruits et légumes hors saison, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on mange des espèces de végétaux différentes. Et tous les médecins nutritiologues vous diraient que c'est très très bien. Voilà. En plus, c'est bon pour votre santé. Merci beaucoup. Alors, je modifierai la proposition numéro 2 pour qu'elle corresponde à celle de Coralie, excuse-moi. Et du coup, je vous propose de commencer à discuter. Alors, concrètement, rapprochez-vous de vos voisins les plus proches. Si vous êtes déjà venus à plusieurs, n'hésitez pas à rester et communiquer avec les personnes avec qui vous êtes venus. Retournez-vous et imaginez que vous avez 10 jetons, 10 voix à répartir entre ces propositions. On passera dans les rangs, on passera dans les équipes pour essayer ensuite de récolter vos voix. Merci. Oui, on le fait aussi. Alors, Eric, on a 10 minutes, à peu près un quart d'heure. On passe en revue les 6 propositions. Et si vous en êtes d'accord, voilà, on les discute et on répartit les jetons quand même. Hein. Non, on joue comme le public. Bien sûr, hein. bien sûr. Bon, alors, démondialiser pour recréer des territoires locaux résilients, adaptés à une agriculture locale et non soumis aux marchés internationaux. Alors, de toute façon, la mondialisation, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même le problème. Sauf que le problème, il est malheureusement pas là. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce principe. Simplement, en 25 ans, la part du budget consacrée à l'alimentation dans les ménages est passée de 30 à 11%. Oui. Et que si on a cette mesure-là, les prix vont augmenter, évidemment. Parce que les autres, dans les autres pays du monde, ils ne produisent pas du tout comme nous, avec les mêmes règles de respect de toutes sortes, sociaux, environnementaux, etc., etc. Donc, je suis d'accord, mais le préalable à tout ça, c'est redonner de la valeur
à l'alimentation. Et donner de la valeur à l'alimentation, ça veut dire augmenter son coût. Donc je veux bien, mais tout ça c'est abstrait. Parce que si dans le monde d'après, on recommence comme avant à mondialiser un maximum, rien n'est plus mondialisé que l'alimentation. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher. Alors je suis d'accord, moi c'est très bien d'avoir Netflix, mais dans le budget, n'avoir que 10% consacré à ce qui nous fabrique, pour le bien ou pour le pire, c'est pas possible. Donc finalement la solution, ce serait, par exemple là, la PAC va être négociée. Oui, alors c'est cœur de ça. Ça veut dire qu'il faut que les aides de la PAC soient fléchées vers une agriculture éco-responsable. Oui, durable, mais en même temps le consommateur. En même temps, le consommateur, et que ce qui avait été commencé à être négocié au moment du grand rendez-vous sur l'agriculture, il continue, et sur l'alimentation, il continue, les États généraux, et il continue. C'est-à-dire que le transfert de valeur entre les producteurs et les distributeurs, il n'a pas changé. C'est toujours la même chose. C'est toujours les distributeurs qui sont les plus riches et les producteurs les plus pauvres. Ça, c'est insupportable. Donc la vraie mesure 1, elle est là. Alors il y a une autre problématique, c'est que, admettons qu'en France on arrive à mettre en place une PAC, ou en tout cas qu'on aboutisse à une PAC plus respectueuse, qui aide vraiment les agriculteurs qui veulent passer à une agriculture en transition, en tout cas évoluer vers une agriculture qui soit moins intensive, plus respectueuse de l'environnement, de la terre, et éco-responsable, durable, et sur le plan et sur le plan de la santé. Mais si nos agriculteurs produisent, et que du coup, de façon plus respectueuse, et que ça a un coût supplémentaire, et que les produits sont plus chers, en même temps, la France négocie des contrats d'échange, le Mercosur, le TAFTA, le CETA, c'est-à-dire ces traités de libre-échange, ça pose problème. Mais ça pose un problème gigantesque, puisque le monde, il est ouvert. Et le monde, il est ouvert en fonction des différentes agricultures. Parce que des agricultures, des fruits, des légumes, peut-être ça peut marcher dans le frais. Mais après, si on ferme pour les céréales, est-ce qu'ils vont nous acheter si on ferme, nous, des achats ? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc c'est pour ça que c'est extraordinairement compliqué cette affaire-là. Donc tout ça est sympathique, mais un peu naïf. Et le cœur de l'affaire, encore une fois, c'est donner plus de la valeur à notre nourriture. Oui, plus de valeur à notre nourriture. Et dire ça, c'est ça la question. Donc moi, pourquoi pas le 1, mais la question, encore une fois, du prix de la nourriture. Alors, la solution 2, ne pas acheter de bois exotique. En un mot, faire attention à la source du bois. À la source de tout. Et que les produits soient appelés par leur nom et par leur origine. Je me souviens de m'être battu contre les Hollandais qui voulaient pouvoir diminuer la part du cacao dans le chocolat en continuant à l'appeler chocolat. Comme je m'insurge contre les gens qui appellent saucisse d'Ardèche, de la saucisse qui est faite avec du porc qui vient de Pologne. On appelle les choses par leur nom. Et on revient à ce que disait Camus, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Après, cette solution 2, elle pointe quand même un vrai problème, c'est-à-dire c'est quand même la question de la déforestation pour l'huile de palme, pourquoi pas récupérer des terres aussi à l'étranger pour fabriquer la nourriture de nos propres animaux qu'on élève, et donc ça pose cette question alimentaire. C'est derrière ne pas acheter de bois exotique, c'est dire non à la déforestation. Dire non à la déforestation, mais donner des alternatives aux populations locales qui ne vivent que de ça. Donc comment est-ce qu'on fait ? C'est ça l'affaire, c'est que tout ça est extraordinairement intriqué. Donc c'est lié, donc à chaque fois il faut voir l'impact, et il faut voir l'impact le plus faible possible. Alors d'un côté c'est vrai, il y a les populations qui en vivent, mais d'un autre côté il y a les animaux qui eux voient leur habitat détruit et qui meurent aussi de ces déforestations. Absolument, mais c'est comme d'habitude, ce qu'on voit exactement avec la crise sanitaire, c'est il faut malheureusement, c'est la vie, essayer de voir le moins d'impact possible. Tout a un impact. Tout a un impact. Les gens qui pensent qu'on peut faire quoi que ce soit, on respire, on a un impact. Donc il faut voir comment, justement, le prix et le coût, quel est le coût global, et en fonction de ça, essayer d'agir, ce qui est extrêmement compliqué. Et en tout cas, il n'y a pas de règle générale. On en revient à une règle d'acheter
plutôt circuit court, d'acheter français, d'acheter... En fait, c'est la question de la résilience et de la relocalisation. Alors. Mais, plutôt, c'est relocalisation et pas parce que par exemple, la rive sud de la Méditerranée n'a plus de blé du tout. Ils ont besoin d'en acheter. Donc à qui ils vont en acheter? Si nous, on dit on va plus leur vendre pour leur permettre de les obliger à relancer leur agriculture. Mais ça prendra 30 ans avec des famines terrifiantes. Et puis nos concurrents, les Ukrainiens, s'en foutent complètement des règles qu'on va donner et donc vont leur vendre, etc. Donc c'est quand même... Il faut pas être... Le monde est complexe. Donc le piège du monde d'aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus complexe. Et on comprend pourquoi, dans un monde complexe, des gens perdus préfèrent le simple, même si c'est faux. C'est ça ce qu'on appelle le populisme, même si c'est faux. Et alors il y a des mesures, soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, qui disent on va fermer les frontières, ça ne veut rien dire, et on va les ouvrir complètement, ça ne veut rien dire non plus. Donc comment est-ce qu'on gère? Et en tout cas, il faut avoir des bonnes échelles. Donc pour moi, la bonne échelle, c'est l'échelle régionale et c'est l'échelle européenne. Et ce n'est pas l'échelle nationale. En tout cas, l'Europe qui peut être un fer de lance. Et les régions. Parce que le Hauts-de-France, ce n'est pas la Bretagne, qui n'est pas l'Aquitaine. Alors, indiquer sur tous les emballages la quantité d'eau utilisée pour fabriquer le produit. Bien sûr que oui. L'eau, c'est la condition de tout. L'eau, c'est la vie, ça peut être la mort aussi. Et de manière générale, moi, je suis pour indiquer sur tous les emballages les quantités nécessaires et les origines. Tous, c'est-à-dire ce qu'on achète, savoir ce qu'on achète. Or, on s'est fait complètement enfumer. Mais l'eau, c'est le cœur de l'affaire. La vraie rareté, ça va être l'eau. Non pas parce que la quantité d'eau globale de la planète va changer, non, mais elle sera répartie différemment dans l'espace et dans le temps. On l'a vu récemment avec la Vésubie, c'est-à-dire qu'il y aura une multiplication de phénomènes extrêmes sur un fond de rareté dans énormément de régions du monde. Donc comment est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, d'autant plus que la population s'est concentrée au bord des rivages. Comment est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire informer le consommateur pour pouvoir le rendre plus responsable et conscient aussi. La prochaine crise, ça va être l'eau. Oui. Parce que il y a déjà des guerres de l'eau. Mais il y a des guerres d'eau. Il y en aura encore plus. Imaginez ce qui se passe en ce moment entre l'Égypte et l'Éthiopie pour ils ont chacun ces pays ont le droit au Nil. Et l'Éthiopie demande sa part du Nil. Et donc ça ne passera pas forcément, Eric, par de la technologie qui pourrait nous sauver et trouver des solutions. Non, parce que le dessalement, c'est un des éléments qui pompe énormément d'énergie. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc, en tout cas, la question de l'eau, c'est majeur. Moi, je vote pour le 3. Bien parlé dans le... Je vote pour le 3. Mais alors, on n'est pas filmé là. On n'a pas fini, non. Alors il y en a encore 3. Créer des zones de libre évolution sous cloche sans aucune intervention humaine. Là, ça fait penser au concept de la forêt sauvage de Francis Allais. Je crois que Francis Allais en Europe a ce projet-là. Il y a aussi ces réserves qui se montent avec l'ASPAS, l'association l'ASPAS. C'est pas central pour moi. C'est sympa, mais c'est pas central. On est d'accord, c'est des labos. Oui. Donc moi, je suis pour les labos. Des réserves de biodiversité libre et sauvage. Tout à fait, bien sûr. C'est les labos. Vive les labos, mais c'est pas au cœur du mécanique. Alors, solution C, importer de végétaux ou d'animaux exotiques à des fins ornementales ou récréatives et veiller à ne pas en introduire fortuitement par les échanges commerciaux. Mais au-delà de cette question, là je voterai quasiment numéro 2 pour ça, au-delà de ça, c'est que le trafic des animaux sauvages, vous savez que c'est, d'après ce que dit Interpol, le 3e ou 4e source de revenus après la drogue et les armes. La drogue et les armes. Je crois que c'est ça. Donc, et c'est ça qui est au cœur de beaucoup de zoonoses. Beaucoup, ce qu'on a vu. Oui. Parce que le fameux pangolin, si on ne trafique pas le pangolin, si on ne pique pas le pangolin en Afrique et on ne le vend pas comme ça pour des raisons complètement ridicules de santé ou de virilité supposée, là on divise d'une grande partie tout ce qui va exploser en tant que maladie. Donc bien sûr que ça, mais pas seulement exotique, à des fins ornementales ou des fins récréatives ou des fins sexuelles, et il faut aller plus loin dans l'affaire. D'accord. Il faut aller plus loin dans l'affaire. En disant, et moi je prendrai la parole tout à l'heure en disant
disant c'est pas parce que vous bouffez du pangolin que vous allez bander plus. Moi, j'ai pas l'expérience, hein, donc du coup, je peux pas témoigner. Hein. Non, mais enfin, je sais pas. Vous avez des gens qui utilisent chez vous votre relation, qui j'en sais Non, mais rien. c'est vrai que ça fait penser aussi à toutes ces croyances. Il paraît que c'est terminé. Défense d'éléphants, les cornes, etc. Voilà. Alors la 6 quand même, diminuer notre consommation de viande ou manger en priorité de la viande de qualité labellisée permettant sa traçabilité. On est d'accord, c'est la même chose. Qualité, moins de quantité, plus de qualité, savoir qui c'est, les saluts. Parce que je ne suis pas pour un monde sans animaux, un monde sans élevage, et je ne suis pas du tout pour ce qu'on dit. La viande végétale, c'est une escroquerie sur le mot, parce que c'est pas de la viande. On peut en consommer, mais de façon à nouveau responsable, etc. Alors, on vote pour quelle solution ? Alors l'eau en 1, et si on devait, ou alors on met tout sur l'eau. On a le droit à combien ? On peut en prendre plusieurs, mais ouais, c'est bon. Oui. On en a 10, on peut en mettre sur l'eau, et il y avait autre chose alors l'eau nous intéressait bien, et sinon, alors ça on avait dit non, ça c'était pas mal ça. Ça c'est vrai, mais ça vient prendre le micro, merci. Oui, attention. Donc là, la 5, la 6, la consommation de viande. Alors, 5, je sais pas, on met 2 là, 2 là. Et puis le reste. Non, on en met... Attends, les autres, c'est quoi ? Alors, hop, je repasse, Eric. On y va, allez. Le premier, c'était démondialiser pour recréer des... Oui, mais si, à condition. Là, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Non, le bois exotique. 2. Le bois exotique non, on met 1. Voilà. Le 1, on met 2. On met l'eau. Alors là, c'est 5. On met l'eau. 5. Alors, l'eau, on en met 5. 5. Parce qu'on a combien ? 10 jetons. On en met 5. Ensuite, les zones, on a dit non. Ensuite, ça va se répartir sur 5 et 6. Voilà. 5. Là, on met 2. D'accord. Et ensuite, il y a la viande. Là, on met 2. Là, on met 1. Ça fait 3. Ouais. 2 aussi. Alors, je note. 2. Alors, je note 2. Voilà. 2. 5. Ouais. Du boulot. 5, 2, 2. Et ensuite, si on met le dernier point quelque part. Voilà, ça aussi. Voilà. Allez, hop. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc merci d'abord. Merci pour ces moments de bruit que vous avez fait. C'est un bruit magnifique. C'est le bruit de la discussion, le bruit de la recherche du sens dans tout ce qu'on a entendu. J'espère que vous l'avez entendu autant qu'on l'a entendu nous. Tout d'un coup, à un certain moment, un bruit s'est installé, et c'est le bruit de l'intelligence des gens qui s'interrogent sur les questions. Pendant que mes collègues ont recueilli vos votes et vont les mettre dans un système pour qu'on puisse voir tous ensemble quels sont nos avis, ce qu'on aimerait faire, c'est de vous demander, à ceux d'entre vous qui le souhaitent, de partager quelque chose de votre discussion. On n'a pas la possibilité de restituer la richesse que certainement vous avez eue dans chaque discussion. On n'a pas la possibilité de raconter tous les conflits, les couples qui s'y sont séparés à ce moment dans cette décision, les amitiés qui se sont frantumées ou celles qui s'y sont formées. On ne va pas raconter tout ça. On va juste vous demander de nous donner quelques éléments des discussions que vous pensez être utiles de partager avec les autres. Qui est-ce qui a envie de briser la glace et de nous dire sur quoi sont portées leurs discussions, quels étaient les critères que vous avez analysés, que vous avez utilisés pour ça. Je vais passer entre vous, je vais garder les micros dans ma main, parce que ça, c'est les consignes. Bien, je voulais simplement faire une sorte d'explication de vote, puisqu'on compte des voix. J'ai voté pour la proposition 1, pour la raison simple qu'elle contient en fait les autres en tout ou en partie. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ça s'inspire de ce qu'on appelle, excusez-moi, je suis scientifique, de la théorie des grands systèmes. C'est pas un gros défaut. Peut s'établir dans un grand système. Finalement, la propagation du virus Covid à l'échelle planétaire, ça peut être rapproché d'une certaine forme de chaos qui survient sur la planète. Comment est-ce qu'on évite ça ? La réponse scientifique, on peut dire physico-mathématique, c'est de découper le système en parties plus petites parce qu'on évite plus facilement le chaos dans les petites parties que dans les grandes. Donc, on compartimente de manière à pouvoir gérer localement. Donc on se rapproche de l'idée du local, on fait l'agriculture locale, on fait tout ce qu'on peut localement,
et peut-être on aura quelques échanges à plus large échelle, mais ils seront pensés, gérés et contrôlés. Voilà. Vous êtes physicien? Oui, je suis physicien. Le paradigme réductionniste de la physique reste quand même dominant et on peut peut-être l'appliquer, c'est une belle proposition, aussi à une approche de solution au problème global. Je vous coupe, comme ça on écoute tous les autres, les concepts. Merci. J'avais une proposition là. Bonjour. Du coup, nous, on a trouvé que la proposition 3, bien que très belle, manquait d'une précision essentielle, à savoir les types d'eau utilisés, puisque depuis 2002, dans la gestion de l'eau, on distingue 3 types d'eau utilisée, l'eau bleue, l'eau grise et l'eau verte, et chacune ayant ses propriétés. L'eau bleue, c'est de l'eau potable qu'on va trouver par exemple de l'eau de source. L'eau grise, c'est une eau polluée par une activité de production humaine, et enfin l'eau verte, ça va être par exemple de l'eau de pluie. Et si pour la production d'1 kilo de viande, on entend parfois 15 000 litres d'eau, c'est en effet beaucoup d'eau, mais c'est 14 800 litres d'eau verte, de l'eau de pluie, qui va permettre d'alimenter les cultures, qui vont ensuite être consommées, et finalement seulement 200 litres d'eau bleue que nous aurions pu consommer en tant qu'eau potable. Et donc, c'est pas un impact si lourd que ça sur les écosystèmes. Et je pense que la précision, elle est très importante sur une éventuelle étiquette. De quelle couleur d'eau on parle? Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que changer le monde en 3 lignes, c'est difficile. Là, on en a une dizaine, c'est peut-être on se rapproche. Qui souhaite encore partager non seulement les déclarations de vote, mais aussi les discussions que vous avez pu avoir dans vos groupes? Alors moi, je rajoute juste un truc, c'est aussi un biais professionnel, mais l'exposition aux produits chimiques est vraiment pour moi un fondement sur l'impact, par exemple, de l'écologie microbienne sur, par exemple, on sait que les bouviers qui nettoient au niveau de la Camargue ne viennent plus parce qu'il y a tellement de parasites, de produits parasites qui ne sont plus qu'intéressés et se regroupent dans les zones de camping sauvage parce que les humains ont moins de... Donc la qualité de l'eau, je suis d'accord il y a 3 types, mais il y a surtout... quel est le produit chimique qu'il y a dedans? Parce qu'on peut avoir une eau qui n'est non consommable à cause des produits chimiques. Tout ce qui est chimiquier aussi, et tout ce qui est exposition. Donc voilà, j'aurais juste voulu préciser que dans le One Health, il y a aussi des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, etc. Qui était d'ailleurs le thème de la tribune du muséum de l'année dernière. Merci. Bonjour. Concernant la proposition numéro 6, je pense que l'intérêt était peut-être dans le fait que si tout le monde raisonne à son échelle individuelle et peut-être résultant d'une éducation, des changements de mentalité, cette approche-là, finalement, elle est in fine coercitive sur tout le reste. C'est-à-dire que si on veut légiférer aujourd'hui pour dire aux grands industriels d'arrêter de produire comme ci ou comme ça, il y a peu de chances qu'il se passe grand-chose. Par contre, en bout de chaîne, si le consommateur, la mentalité évolue et qu'il décide de changer sa façon de consommer, je pense que là, il y a un vrai levier. Donc c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais à travers l'éducation et pour les générations à venir que il y aura des changements de mentalité, peut-être des changements au niveau des lois, au niveau du cadre et des comportements qui feront que l'industriel, il va là où il y a la demande, il fait que suivre là où il peut chercher les sous du consommateur. Donc en termes de hiérarchisation, je pense qu'en tout cas, le levier finalement peut-être le plus évident à un niveau individuel, c'est celui-là, plutôt que d'attendre qu'une loi vienne nous sauver, sachant qu'il y aura toujours... Okay. Si j'interprète bien, là vous avez raisonné à partir de la faisabilité et quel est l'acteur qui peut produire les changements. Donc c'est pas plus important que les autres, mais c'est celle sur laquelle on peut produire un changement. Je crois qu'on peut avoir le temps encore pour deux ou trois interventions. Non, je
vous laisse pas. Pardon, bien sûr. Excusez-moi. Oui, on a fait un petit peu une interprétation finalement des 6 propositions et on s'est basé, au départ on a eu beaucoup d'attention retenue sur la proposition numéro 3. Donc, indiquer sur les emballages quel est le coût en eau de la production d'un produit. De la même façon, il me semble que la proposition numéro 6, on pourrait dire quel est le coût en gaz à effet de serre d'un produit. Et puis, dans chacune des 6 propositions, on retrouve la problématique de la relocalisation et donc de la mondialisation. Merci. J'arrive. Merci Mathéo. Bonjour, j'ai 2 petites remarques. La première, c'était très chouette parce qu'on était dans un groupe avec un écart d'âge assez grand, ce qui fait qu'il y a eu une question de génération et de choix de réponse. La première proposition l'a emporté avec une envie d'y croire. Voilà, donc Serge, on est d'accord avec toi, mais ça a demandé à se dire oui, quand même, ce serait possible. Donc c'était un peu la réponse, surtout des générations futures, si je puis dire. Et l'autre question, c'était sur la libre évolution, sur la 4. Le côté libre évolution s'entend, le côté sous cloche était un peu plus difficile à comprendre, parce que je pense qu'on est sur une planète qui est très humaine, hein, et ça fait des centaines d'années qu'il y a une coévolution aussi avec les sociétés humaines. Et peut-être que c'est une certaine intervention humaine qu'on ne veut pas, mais peut-être pas éliminer l'homme. Enfin, le petit garçon du Pérou, je pense que voilà, il vit encore, et en Malaisie, il y a encore des gens qui y vivent et qui doivent pouvoir continuer à évoluer avec cette nature. Donc voilà, c'était peut-être plus sur la façon de le dire qui aurait peut-être permis de voter plus pour ça. Vous avez bien remarqué que personne n'a proposé la solution la plus évidente et la plus facile, éliminer l'humanité. On a décidé qu'on la laissait de côté. Une dernière. C'est en préparation. Oui, une idée qui fait un peu le lien entre tout ce dont on a parlé, qui est ce que moi j'appellerais la pullulation humaine. Vous savez ce que c'est que la pullulation? Ça existe chez les rongeurs, en France, quelquefois, dans certaines années, dans les alpages de moyenne montagne. Les rongeurs se mettent à se reproduire très très vite. Et quand vous marchez dans les prés, vous avez des rats qui vous partent dans les pieds. On appelle ça la pullulation. Eh bien, nous nous retrouvons, avec nos habitudes bien sûr, dans une situation semblable. La population humaine mondiale a doublé en 70 ans. En 1950, on était 3,5 milliards, estimation. On avait mis plusieurs centaines de milliers d'années pour en arriver là et envahir tous les espaces disponibles sur le globe. 70 ans après, on est le double. Ça pose forcément des problèmes. Et on ne les résoudra pas avec des bons sentiments et des bonnes intentions. Si on considère que... Pouvez vous décaler ? Si on considère que la Terre est un vaisseau spatial, ce qui est le cas, c'est le cas. Et alors, j'ai vu des gens comme ça du CNES qui me disaient quelle est la première question qu'on pose quand on construit un vaisseau spatial. Alors on dit la technique, l'énergie, il dit pas du tout. Le nombre de gens qui sont sur le vaisseau. Merci. Alors, peut-être qu'avant de vous laisser la parole encore, on peut avoir des remarques et peut-être déjà regarder un petit peu ce graphique. Donc en fait, là, ce graphique représente le nombre de voix que vous avez tous et toutes données entre les différentes propositions. Donc la proposition 6, qui est qui est de manger des fruits et légumes locaux pour réduire notre impact écologique et économique de notre consommation, semble avoir été la plus consensuelle parmi vous, celle qui a remporté le plus de voix. Ensuite, on a la proposition 3, qui était indiquer la quantité d'eau sur les emballages utilisés. Puis la proposition 1, qui était de démondialiser pour recréer des territoires locaux résilients. Et puis la proposition 4, créer des zones de libre évolution. Et enfin, la proposition 2,
qui était de ne pas acheter de bois exotique pour limiter notre impact sur la déforestation. Voilà, là je pense qu'on a un bon aperçu du résultat des discussions, même si ce n'est qu'un graphique, et ça questionne aussi un petit peu les données et les modes de représentation des données. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, ça peut vous susciter des questionnements. J'ai quelques petites remarques qui ont émergé suite à vos discussions. Peut-être, Pascal, je vous ai vu faire une tête un petit peu quand on parlait des types d'eau. Est-ce que vous voudriez revenir un petit peu sur la question ? Les types, l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. Attendez, prenez un micro. Un micro. Derrière cette marque sur l'emballage, sans rentrer effectivement dans la technique de la notation de l'origine de l'eau, c'est l'économie de l'eau que nous avons tous à faire, et c'est un acte que nous pouvons tous faire en prenant notre douche, en faisant bouillir de l'eau, quelle quantité d'eau nous avons besoin. L'eau n'est pas indéfiniment ouverte sur notre robinet. C'est uniquement la question que je voulais souligner derrière cela, parce que n'oubliez pas que pratiquement un quart de l'humanité est dans une grande pauvreté en eau. Donc nous sommes très riches, mais nous avons à épargner ce que nous avons aujourd'hui en prenant notre douche de façon économe et en consommant de façon économe l'eau du robinet, sachant que l'eau en bouteille coûte 10 fois plus cher que l'eau du robinet. Donc le vrai message derrière, c'est économisons l'eau, on en a tous besoin. Sur la qualité de l'eau, Coralie, on en avait un petit peu parlé. Et oui, moi je retiens des discussions. Tu voulais rebondir justement sur la proposition de Serge. Et donc on disait que la qualité de l'eau, effectivement, comme vous l'avez dit, il y avait vraiment toute cette histoire de maladies infectieuses et que le One Health passait aussi par là, en fait, en connaissant un petit peu mieux la qualité de l'eau et en la maîtrisant. Tu peux te mettre par là ? Oui, ok. Ça marche ? Oui. Non, c'est pas métier. Donc en fait, l'eau, c'est une problématique intéressante parce que l'économie est une chose, mais c'est aussi un vecteur pour emmener des maladies infectieuses. Soit parce que ça héberge des petites bêtes qui sont à l'origine de la transmission d'autres maladies. Je pense entre autres aux schistosomiases qui sont transmises par des petits coquillages qui sont dans l'eau. Il y a tout un tas de maladies infectieuses qui sont associées à l'eau en fait. Donc c'est important d'être économe, mais c'est important aussi d'avoir une eau de qualité, en particulier pour des pays qui sont concernés par ce type de pathogènes. Alors c'est que nous ici, on est relativement privilégiés, encore que l'épidémie de schistosomiase qu'il y a eu en Corse en 2013, elle nous a quand même concernés de près. Mais c'est vrai que c'est plutôt des thématiques qui concernent les pays exotiques, on va dire. Donc toutes ces problématiques d'infectiosité transmises par l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement important à l'heure actuelle. Merci Coralie. Et avant que Eric doive nous quitter, peut-être, lui aussi, il a fait le même exercice que vous, de donner des voix aux propositions. Et donc je propose qu'on écoute un petit peu leurs résultats, leurs discussions. Juste 3 mots, c'est la question de l'eau. Moi, je travaille sur l'eau depuis maintenant 20 ans, et donc la question de l'eau est absolument centrale. Je voudrais vous dire que j'ai créé une association avec la Compagnie nationale du Rhône où on rassemble les gestionnaires des 20 plus grands fleuves du monde. Toutes les prévisions nous disent que entre 15 et 25 ans, la quantité d'eau qui coulera dans les fleuves va diminuer de 20%. Pour des raisons climatiques, je n'entre pas dans les détails, parce que soit il y a trop d'eau, soit il n'y a pas assez d'eau. Quand il y a trop d'eau, c'est pire que quand il n'y en a pas assez. Et d'autre part, parce qu'on multiplie les barrages en amont, et donc vous avez des problèmes des deltas. Il y a 800 millions d'êtres humains qui vivent dans les deltas. Tous les deltas sont menacés parce qu'ils reçoivent moins de sédiments et la mer monte. Donc la question de l'eau est absolument centrale, à prendre le partage. Combien de voix, alors ? Plus des questions géopolitiques. Il se trouve que je donne des confs à l'école de guerre sur ces questions-là. Juste un mot. Depuis les temps les plus anciens, c'était l'Égypte en aval qui interdisait à l'Éthiopie de prélever plus de 10% du Nil bleu, qui représente 80% du débit du Nil. Maintenant, l'Éthiopie a dit « ça suffit ». Elle a créé un barrage sur son territoire sans rien demander à personne. Et les Égyptiens ont dit que ce barrage n'irait jamais jusqu'à sa fin. Donc ils veulent le détruire. Parce qu'on a tous appris que l'Égypte, c'est le don du Nil.
Sauf que si j'étais l'Égypte, je ferais gaffe, parce que l'Éthiopie maintenant a 5 millions d'habitants de plus qu'elle, 105 millions contre 100 millions, et que l'Égypte est le lieu de délocalisation de beaucoup d'industries chinoises qui considèrent que les salaires en Chine deviennent trop importants. Donc vous avez des questions à la fois très concrètes, et nous, sur le Rhône, on sait que dans les 20 ans à venir, on aura 15% de moins de débit. Donc comment est-ce qu'on fait ? Pour toutes sortes de raisons, et notamment, ce n'est pas ici le lieu d'aborder la question du nucléaire, mais je vous pose juste la question, comment vous voulez refroidir une centrale avec de l'eau déjà chaude ? Je vous remercie. Et juste, merci beaucoup Eric, bonne fin d'après-midi, et Aurélie va se faire la porte-parole pour nous donner vos autres voix. Eric Orsena devait partir rapidement. Juste, je vous donne le résultat du reste de nos jetons. Il en reste 5 quand même. Et puis après, vous découvrirez sur le film qui sera monté, qui sera disponible sur le site du Muséum et de France Culture, la teneur de nos discussions et le pourquoi de nos votes. Donc pour la proposition 1, nous avons mis 1 point. Pour la proposition 5, 2. Et pour la proposition 6, 2 points. Voilà, on a réparti nos 10 points de cette façon-là. Et donc, la proposition concernant l'eau a recueilli le plus de nos voix. Et effectivement, du coup, la proposition numéro 3, qui concernait l'eau, est maintenant à égalité ou à une voix de plus que la proposition 6. C'est 6 qui a une voix de plus ? Oui. Bon, 6 a une voix de plus. Merci ça. les lecteurs de graphes. C'est ça. Alors... peut-être une autre discussion que nous avons eue et qui me paraît importante que vous avez eue, c'était la discussion choix individuel versus collectif versus politique. Et c'est vrai que quand on a réfléchi collectivement à ces propositions, on s'est dit qu'on voulait dans les 6 propositions mettre à la fois des solutions qui puissent se faire au niveau individuel. Par exemple, moi, Clémentine Bricou, je choisis de manger des fruits et légumes locaux. Mais en même temps, améliorer la santé globale ne peut pas passer uniquement, je pense qu'il y en a certains parmi vous qui pourront un petit peu réagir et nous expliquer pourquoi, mais ne peut pas passer uniquement peut-être par des solutions individuelles, mais doit se faire au niveau politique et au niveau global. Est-ce qu'une personne parmi vous souhaite nous expliquer, nous rebondir un petit peu sur cette proposition ? Non, vous êtes tous fatigués. Ah, Benoît ? Julie ? Alors, on va désinfecter. Pardon, excusez-moi. Ça va aller. Voilà. Donc on est... Bon, non, moi, par rapport à ce sujet-là, je voudrais juste dire que déjà, et d'un point de vue réglementaire, il existe des choses donc qui sont déjà bien pensées. Et donc il faut quand même bien s'attacher à bien connaître la loi, la lire, bien la comprendre pour pouvoir la débattre. Mais on a déjà un arsenal qui est présent. Certes, perfectible. Après, il faut juste, effectivement, les mettre en œuvre. Je veux juste, pour un point bien particulier, qui sont les espèces exotiques envahissantes, qui est mon sujet d'étude, on a un arsenal réglementaire qui est bien présent, il faut le mettre en œuvre. Voilà, c'est tout. Je redésinfecte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une intervention ici ? Et ensuite, on va peut-être se dire qu'on va vous laisser continuer à réfléchir sur cette tribune et sur le sujet qu'on a abordé. Et dernière intervention, je crois que c'est juste là, madame ? Juste là, au-dessus. Je vais devoir le noter. Merci. Oui, sur ces mesures politiques qui pourraient améliorer la situation actuelle, effectivement, on a parlé dans le point numéro 1 et le point numéro 6, d'ailleurs, des choses un petit peu pareilles, sur démondialisation, c'est-à-dire consommation locale, entre autres. On parle de consommation locale. Sur cet aspect-là, on a également
non seulement des aspects sanitaires à prendre en compte, mais des aspects environnementaux, des aspects sociétaux. Donc on pourrait avoir plus de contraintes au niveau politique, au niveau des importations, des contraintes sur les aspects environnementaux d'origine des produits, et sur les aspects sociétaux de production des produits dans des normes qui sont raisonnablement acceptables au niveau social. Et ça, c'est un choix politique qui pourrait être fait, et on souhaiterait que ça arrive. Et là, on améliorerait la situation sanitaire mondiale au niveau sanitaire, environnemental, sociétal, et on ne ferait pas, quand même, parce que là on pourrait quand même avoir tendance à un repli sur soi. Or c'est pas vraiment ce que tout le monde veut. On veut pas du repli sur soi, on veut faire mieux, mais pas forcément s'isoler. Voilà. Merci beaucoup. Alors pour n'oublier personne, voilà, je vais vous afficher nos merci à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, donc tous nos intervenants. Je ne sais pas si vous avez admiré quand même cette scénographie, la présence très massive de plantes dans cet amphithéâtre. C'est une première mondiale, vraiment. L'idée, c'était vraiment de nous immerger, et je crois que ça a vraiment bien marché. Merci à Benjamin, notre comédien, aux belles photos qu'on a pu observer. Et puis merci à vous tous et toutes d'être venus aujourd'hui et d'avoir réfléchi avec nous. Je crois que les discussions ont été très fructueuses et nous ont à tous permis de réfléchir, et que vos remarques ont permis aussi à nos intervenants de peut-être se poser de nouvelles questions. Donc merci et bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir. Je vais laisser la parole à Jen Cheng pour conclure. Alors, juste un mot, la raison pour laquelle j'ai posé la solution 6, pour vous faire comprendre que en fait, c'est le consommateur qui a le soft power. Si vous n'achetez pas les produits sous serre, il n'y a pas l'industrie. Si vous n'achetez pas les produits avec huile de palme, on ne va pas déforester. Vous voyez, c'est ça qui est tout de suite réalisable. Donc, l'avenir One Health, c'est dans votre main, c'est dans la main de chacun. C'est la raison pour laquelle que j'ai posé cette solution-là, et je vous en remercie. Merci.